ce que nous on apporte, c'est quoi? C'est que vous avez des gens qui gagnent énormément d'argent, mais qui réinvestissent tout dans leur business Ouais. et qui n'ont rien en épargne. Donc, ce qui veut dire que s'il arrive un truc à leur business, ils n'ont plus rien. Ouais. Quand vous investissez dans l'immobilier, c'est de l'argent dont vous n'aurez pas besoin. Parce que c'est un investissement pour le long terme. Par contre, ne jamais mettre de l'argent quand vous aurez besoin dans l'immobilier. Parce que si demain vous avez un coup dur, pour récupérer cet argent dans les délais qui soient des délais raisonnables, là vous allez avoir des problèmes. Moi, mon père, lui, quand il a grandi, quand il allait à l'école, et on l'a envoyé dans une autre ville, en Côte d'Ivoire, il voyait pas ses parents des fois pendant toute l'année scolaire. Aujourd'hui, tu fais ça. Oh grand Dieu, mon pauvre petit, il pourra pas s'en sortir. Mais si, il pourra s'en sortir. Il va s'en sortir. Ça va même le former. Voilà, ça va le former. Ouais. Donc, moi, j'ai beaucoup appris au contact en fait des personnes du secteur informel. D'accord. C'est des personnes extraordinaires. Parce que c'est des entrepreneurs hors pair. Moi, le conseil que je donnais à mes 3 garçons, je leur ai dit, vous savez, mes enfants, ne soyez jamais esclaves de l'argent. L'argent, c'est bien, il ne faut pas jouer, il ne faut pas être là, jouer les fumistes en disant oui, non, d'accord. Mais si demain, vous n'avez pas d'argent, vous vous adaptez en conséquence. Et ne soyez jamais esclaves de ce genre de truc, parce que sinon, vous allez faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Monsieur Jean-Luc Akoto, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Et toi, Tanguy, tu vas bien? Très, très bien. Je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro parce que ça fait un moment qu'on s'est rencontrés. Ça doit faire maintenant presque 2 ans, je pense. Ouais. Et je m'étais toujours dit que, compte tenu de ton profil, qui est de quelqu'un qui a une expertise sur le patrimoine à l'international, que ce soit en Occident et en Afrique, tu as travaillé en tant que banquier privé, en tant que tu as eu de hautes fonctions au niveau de la banque. Tu as quelque chose à nous apporter à nous, jeunes de la diaspora, que ce soit en termes de parcours professionnel, mais aussi en termes de gestion du patrimoine. Nous, on est tous ici, tous les gens qui écoutent, je pense, des jeunes de la diaspora, majoritairement, même s'ils sont pour certains rentrés en Afrique, qui ont envie de réussir, qui ont cette idée en tête que ils ont été formés, qu'ils ont été élevés pour réussir professionnellement et pour être riches et aussi pour pouvoir transmettre leur richesse. Ouais. Et beaucoup d'entre nous, on pense qu'on n'a pas eu cette éducation financière qui aurait dû nous permettre de le faire. Et on essaie de rattraper ça par nous-mêmes, par les contenus qu'on consomme, par les gens avec lesquels on discute, pour acquérir cette éducation financière. Et toi, donc, par ton parcours, tu as cette connaissance de comment réussir en entreprise aussi, comment réussissent ces entrepreneurs que tu accompagnes aussi, et aussi comment est-ce que les riches gèrent leur argent et comment est-ce qu'ils le transfèrent. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, je pense que ça résume un peu parfaitement Ton domaine de mon compétences? domaine de compétences, voilà. Et puis, bon, qui est relativement large, mais qui effectivement est centré sur la finance. Et puis après, bon, il y a ce que moi, personnellement, j'appelle l'irrationnel, c'est-à-dire, en fait, après, c'est l'expérience de la vie, l'expérience qu'on a par rapport à ce que nos parents nous ont inculqué, et puis notre propre curiosité intellectuelle qui nous a permis de nous forger, en fait, je veux dire, des opinions, et puis également une vision de la vie. Et je pense que le tout, c'est ça qui permet, en fait, de pouvoir faire quelque chose d'intéressant. C'est ça, c'est ça. Et l'autre point, c'est que, voilà, à l'heure d'Internet, tout le monde aujourd'hui prend la parole sur les sujets d'argent, mais sur des sujets de patrimoine, des gens qui n'ont pas forcément ton expérience, ta connaissance parlent. Et nous, je me dis toujours, nous, on a besoin d'être guidés, d'être conseillés, d'être enseignés par des personnes qui ont la véritable expertise. Et toi, je pense que ça fait 30 ans, tu dois avoir 30 ans aujourd'hui de carrière. Oui, à peu près, oui, presque 30 ans de carrière. C'est ça, hein? C'est ça, oui. Donc, Bon, c'est relativement jeune, donc. c'est jeune, mais en tout cas, 30 ans de carrière, c'est pas rien, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui écoutent qui ont même pas 30 ans de vie, je pense. Ouais. Donc, tu dois avoir des conseils qui ont été éprouvés par le temps. C'est ça, en fait. Tout à l'heure, pendant qu'on parlait, t'as connu Fouet, t'as connu les Gbagbo, t'as connu aujourd'hui Ado. En France, il y a 30 ans, c'était Chirac. Enfin, tu vois. Ouais. Voilà. En fait, j'ai du mal avec les gens qui aujourd'hui donnent beaucoup de conseils, mais des conseils qui viennent de découvrir.
tu vois, qui n'ont pas été éprouvés par le temps. Ouais. Et ce qui va m'intéresser avec toi, avec ce que tu vas nous partager, ton expérience, c'est qu'elle a été éprouvée et que quand tu dis voilà, il y a un auteur là, Ray Dalio, qui dit que tu peux parler avec quelqu'un, prendre le conseil de quelqu'un qui a reproduit 3 fois la même chose, le même sujet dont il te parle. Là, tu peux dire qu'il connaît son sujet. Alors que, et donc en 30 ans, j'imagine que tu as eu l'occasion de faire, refaire et de vérifier que si ce que tu pensais comme étant vrai était vraiment vrai. C'est ça un peu Ouais. le sujet, tu vois. Donc c'est cette expérience-là que je suis venu chercher sur ces sujets-là de la richesse, de la gestion de patrimoine et de la réussite en Occident aussi. Tu as étudié aux États-Unis, tu as travaillé aussi à la BNP ici, tu as travaillé là-bas. Donc voilà, tout ça, ça fait qu'on va avoir une discussion qui, je l'espère et je le sais déjà, sera passionnante. Mais d'abord, avant même de te demander de te présenter, quel est toi aujourd'hui ton objectif ultime dans la vie? On parle de Kalimandjaro. Kalimandjaro, c'est notre ambition ultime. Quelle est toi ton ambition ultime aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, mon ambition, en fait, elle est très simple, hein. C'est vraiment profiter de la vie, profiter de mes enfants au maximum. Ok. Voilà, et puis, être en bonne santé et puis continuer à faire ce qui me passionne. Mhm. C'est-à-dire que moi, je suis une personne, je ne peux pas faire quelque chose qui ne me passionne pas. D'accord. Parce que c'est ça qui me permet, en fait, de sortir de ma zone de confiance et puis de pouvoir me surpasser. Hmm. Donc voilà, donc je veux dire, c'est des ambitions qui sont relativement simples. C'est-à-dire Hmm. que profiter simplement de la vie, profiter des gens que j'aime, parce Mhm. que la vie est courte. Hmm. Voilà, profiter au maximum de mes enfants qui sont grands, mais pour profiter d'eux au maximum. Je pense que c'est véritablement ça et continuer à faire, en fait, ce qui me fait plaisir. C'est-à-dire que Hmm. le jour où je prendrai plus de plaisir dans ce que je fais, bon, Mhm. je pense que j'arrêterai et puis voilà, quoi. Ok. Mais qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Ben en fait, ce que j'aime bien dans le métier, c'est qu'on est toujours obligé de se réinventer. Ok. C'est-à-dire qu'il y a pas de solution, en fait, standard. Chaque situation est différente Mhm. et également quand il y a et puis le contact humain, le fait de parler avec les gens, les écouter, comprendre leur expérience, vivre leur expérience au quotidien, les accompagner, Mhm. et se surpasser pour pouvoir, leur apporter des solutions et Hmm. cheminer avec eux, donc créer en fait une relation de confiance et de compétence avec ces personnes-là, Mhm. c'est un réel plaisir. Voilà. Hmm. Je pense que le rapport humain, en ce qui me concerne, c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui rend en fait, je dirais, notre vie, agréable. Heu Hmm. et on est toujours dans la conception. Chaque situation est différente. Ouais. Voilà, chaque situation est différente et donc il y a une réflexion intellectuelle constante, et moi je suis une personne, en fait, j'ai besoin de m'alimenter de manière constante, Ok. et de me réinventer. Donc Mhm. c'est vrai que je suis un bourreau, en matière de lecture, d'information, voilà et Ok. la beauté du métier qu'on fait, c'est que, il faut également, être, au fait de ce qui se passe au niveau micro, au niveau macro, Hmm. dans les différentes géographies mondiales, voilà, D'accord. et après il y a le côté également, psychologique, c'est très important. Quand Mhm. vous dealez avec des familles, souvent ils ont besoin c'est pas forcément en fait, je dirais, les solutions financières dont ils ont besoin. Parce que c'est des grands je veux dire, c'est des chefs d'entreprise, c'est des gens qui excellent dans ce qu'ils font. Mhm. Donc ce que vous allez leur apporter, comme solution, je dirais que c'est à la marge de ce qu'ils ont déjà accompli. Hmm. Et souvent, ils ont besoin d'une oreille, ils ont besoin de personnes, qui vont être là, qui vont les écouter, qui vont, faire juste des petites propositions à la marge Ok. et qui permettra, je dirais, d'apporter, ce petit plus-là et donc c'est ça, je dirais, la beauté du métier que je fais. Ok. Mais à la base, quand une famille vient te voir, qu'est-ce qu'elle veut? Quoi, le premier point d'entrée, c'est pourquoi? Non, mais généralement, en fait, elle n'a aucune idée de ce qu'elle veut. Ok. Parce qu'en fait, généralement, c'est des gens qui, ont leur argent en banque Mhm. et puis la banque va leur proposer des produits standards, il y a rien de sexy dans ce qu'on leur propose. Hmm. Donc c'est au travers d'une discussion, heu, peut-être certains, vont peut-être faire part, de leurs réflexions, de leurs préoccupations. Mhm. Ou vous leur posez juste une question en disant: «Mais bon», quand vous discutez avec, autour d'un déjeuner ou autour d'un café ou quoi que ce soit, et quand vous leur posez des questions simples: «Oui, mais est-ce que vous avez,
mis en place en fait des mécanismes de protection, de sécurité. Si vous arrive quelque chose, votre femme, vos enfants, est-ce qu'ils sont protégés? Une fois sur deux, rien n'est en place. C'est des gens en fait qui surtout dans les familles africaines, c'est des gens en fait qui gagnent énormément d'argent, mais qui font pas la part des choses entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. Voilà. Donc, on attire leur attention sur ces sujets-là, et leur première réaction, c'est de dire: «Oui, mais mon banquier m'a jamais rien dit». Voilà. Ouais. Voilà. Donc ça, je dirais que ça, c'est vraiment la génération des anciens. Voilà. Qui eux, généralement, si vous allez pas vers eux, si vous attirez pas leur attention sur ces sujets-là, ça va pas les déranger, parce que pour eux, en fait, c'est, comme on dit en anglais, business as usual. Voilà. Mais par contre, la nouvelle génération, ceux qui ont succédé aux parents et qui reprennent les affaires, ils sont beaucoup plus sensibles à ce genre de questions-là, parce que bon, ils ont des formations, pour la plupart, ils ont eu des MBA aux États-Unis, au Canada, un peu partout en France. Donc ça leur parle. C'est-à-dire que quand vous discutez avec eux pour leur dire: «Il faut vraiment structurer, tout ça pour sécuriser, le patrimoine», ils sont sensibles. Ils sont sensibles, voilà, et ils vont vous mettre en fait, en compétition, parce qu'ils vont dire: «Pourquoi pas vous? Pourquoi vous? Au détriment de la banque privée avec qui je travaille, je suis satisfait du service», voilà. Donc il faut apporter une vraie valeur ajoutée. Il faut vraiment apporter une vraie valeur ajoutée, et à la fin de la journée, je pense que c'est la compétence qui fait le reste, et également les états de service que vous avez eus, la crédibilité que vous avez eue. Parce qu'en Afrique, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, bon, déjà, tout le monde plus ou moins se connaît. Voilà, donc on sait qui vous êtes, on sait que vous avez une certaine crédibilité, vous avez des états de service. Donc il faut créer en fait des relations de la confiance, et après le reste suivra. En Afrique plus qu'en France, tu penses, ou en Occident? En Occident, en Occident, en fait, ce qui est important en Occident, en fait, c'est où vous avez travaillé, où vous avez commencé. Je veux dire, quelqu'un, par exemple, qui travaille à la BNP, bon, pour prendre l'exemple de la France, pour des structures, en fait, pour lesquelles, des structures entre guillemets crédibles, mais c'est pas péjoratif, mais qui ont vraiment démontré par leur puissance financière et par leur histoire, que ce sont des structures quand même, d'un certain calibre. Donc si vous avez fait carrière dans ces boîtes-là, c'est un très bonne entrée, c'est un bon point d'entrée. Demain, quand vous allez démarcher des clients, quand ils vont faire eux leur background check, ils vont voir où vous avez travaillé ou un truc comme ça. Donc à partir de là, vous allez quand même créer un sentiment de confiance. Mais en Afrique, c'est d'autant plus important, parce que, surtout l'ancienne génération, parce qu'en fait, moi, je viens en fait d'une génération où les gens ont privilégié la culture du mérite. Voilà. À l'époque de feu le président Houphouët-Boigny, c'était vraiment ça qui avait été mis en avant. Donc, je vais dire, moi, j'ai énormément de respect pour les sportifs, mais quand j'étais jeune, il fallait pas dire à vos parents: «Vous voulez faire carrière dans le sport». On va vous dire: «Non, non, il faut que vous alliez à Harvard ou à MIT», si c'est dans la partie engineering, pour avoir tel ou tel diplôme. Il faut être avocat, il faut être docteur, ou voilà. Donc en fait, donc ce qui fait que en Afrique, c'est important, votre parcours, et ça va vous apporter la crédibilité. Quand vous approchez une famille, déjà votre parcours éducationnel, et puis après, bon, votre parcours professionnel, ça va vous ouvrir des portes. Parce que les gens vont dire: «Bon, ce jeune-là, c'est pas un voyou, son parcours démontre que bon, il est sérieux, on peut lui faire confiance». Mais on dit surtout aussi qu'en Afrique, plus qu'ailleurs, le réseau est important. Est-ce que tu as ressenti ça, la différence entre l'évolution en Occident, en France, et aux États-Unis et en Afrique? Bah, en Afrique, on dit que c'est important parce que c'est beaucoup plus petit, donc il y a ce rapport de proximité. Ouais. Parce que quand vous voyez la structure des économies africaines, je généralise, 90% l'informel, 10% le formel. Donc ce qui fait qu'en fait l'univers du formel, il est très petit, donc tout le monde se connaît. Mais sinon le réseau, c'est partout. Dans la gestion de patrimoine, vous pouvez pas prospérer sans réseau. Sauf si vous travaillez pour une structure qui, elle,
de par sa nature, a déjà son réseau. Mais sinon, même ici en France, je veux dire, mes consoeurs ou mes confrères françaises, sans réseau, elles fonctionnent pas. Sinon, vous êtes obligé d'acheter des leads, parce qu'en fait, il y a des organismes qui vous permettent d'acheter des leads, et puis bon, donc du coup, vous démarchez des clients, vous avez des rendez-vous qualifiés, et puis voilà. Mais c'est le réseau il est fondamental. Les gens se focalisent sur l'Afrique parce que l'univers est petit. Parce que comme vous avez 10% de formels, donc vous, si entre guillemets vous êtes allé, comme on dit souvent en Afrique, à l'école des blancs, ben vos interlocuteurs, le pourcentage, il est vraiment, voilà. Vous allez pas, il y en a beaucoup qui en fait opèrent que dans cet univers-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils touchent même pas l'univers informel. Parce qu'ils n'ont pas les codes, ou peut-être parce que simplement ils se sentent pas à l'aise. Et donc, peut-être qu'ils n'ont pas besoin. Voilà, ils n'ont pas besoin également. Donc, ce qui fait que dans cet univers formel là, qui généralement on retrouve dans toutes les capitales, que ce soit Abidjan, Bangui, Dakar, Cotonou, Lomé, tout le monde se connaît, c'est petit, des familles se connaissent. Donc c'est ce qui donne l'impression que en Afrique tout le monde se connaît. Mais en France, c'est exactement la même chose dans l'univers de la gestion de patrimoine. En tout cas, sur la place de Paris, déjà à Paris, quand vous êtes conseiller en gestion de patrimoine indépendant, vous êtes en concurrence avec toutes les grosses banques. Donc en fait, si vous voulez prospérer, il faut que vous ayez un réseau. Et il y a beaucoup de CGP qui se sont mis en indépendance, c'était des anciens banquiers. Donc en fait, quand ils se sont mis à leur compte, les clients qui suivaient, voilà. Donc en fait, le réseau il est fondamental. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout. Si vous n'avez pas le réseau, ça va être très compliqué. Et peut-être que c'est normalement une question que je pose plus tard, mais comme on en parle, toi, comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour entretenir ce réseau? Bon, je vais dire, c'est un réseau que moi j'ai constitué tout au long de ma carrière. Voilà, donc en étant jeune analyste financier dans une filiale de la BNP Paribas en Côte d'Ivoire, et puis après on entretient ce réseau. Après, bon, vous arrivez à progresser au niveau de votre carrière. Donc ce qui fait que en fait c'est comme dans l'armée. C'est-à-dire vous êtes soldat du rang, et au fur et à mesure que vous gravissez des échelons, vos interlocuteurs vont changer. Tout à fait. Donc c'est-à-dire au début, par exemple, moi je pouvais être, je vais dire, mes interlocuteurs au niveau privé, c'était peut-être dans des sociétés, ça devait être peut-être le commercial, après c'est le responsable commercial, après c'est le directeur commercial, après c'est le directeur général adjoint, et puis au fur et à mesure que je monte, après c'est le DG. Donc vous créez une relation professionnelle dans un premier temps, et c'est la compétence et ce que vous allez apporter aux gens qui peuvent après déboucher sur une relation personnelle de confiance. Et ça va perdurer au-delà même, je dirais, de la position actuelle que vous allez occuper. Parce que si la personne en fait se rend compte de votre efficacité, et que vous vous êtes rencontrés à l'époque quand vous travailliez pour telle ou telle structure, que ce soit la BNP, Ecobank ou autre, mais que vous n'êtes plus là, la personne va se souvenir que à cette époque-là, vraiment, je travaillais avec M. Akoto, il était tellement compétent, aujourd'hui j'ai une problématique, je vais chercher, il va demander à ses collaborateurs, renseignez-vous, M. Akoto, il faut le retrouver, parce qu'il m'a laissé une très bonne impression, et voilà. Et donc moi, il y a plein de clients comme ça que j'ai eu, que ce soit en Afrique ou même en Europe. Je me souviens quand j'étais chez BNP Paribas, j'avais rencontré un entrepreneur portugais comme ça. Et quand j'ai quitté le groupe BNP Paribas, il m'a recherché. À travers les réseaux sociaux, son assistante m'a contacté, voilà. Et donc, il voulait que je l'accompagne sur ses investissements en Afrique. Donc généralement, en fait, c'est vraiment votre compétence qui va permettre aux relations de durer. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours être professionnel. Il faut toujours vraiment être professionnel avec les gens. Voilà, il faut pas tricher, en fait. Je pense que c'est ça. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, mon expérience personnelle, en fait, c'est ça qui a fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces personnes-là me respectent, m'apprécient, parce que bon, j'ai toujours été professionnel dans ce que je fais. Et donc, ça a permis aux relations par elles-mêmes de durer, quoi. Même si on se voit pas pendant plusieurs années, si demain on se recroise, la personne se souviendra que ce monsieur-là, il a été vraiment correct, il a été bien, et puis les personnes vont vous donner une chance. Ils vont vous donner, ils vont pas vous fermer les portes, quoi. Ils vont vous dire, bon, écoutez, vraiment, j'ai bien apprécié notre collaboration.
je vous donne cette chance, à vous de la saisir. Mhm. Et puis maintenant, après, c'est à vous de jouer, quoi. Ok. Avant d'aller plus en profondeur sur ça, hein, sur le sujet de la compétence, comment est-ce que tu as acquis ta compétence, toi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui t'a amené à ce métier. Quand tu étais petit, tu voulais faire quoi? Ben moi, en fait, moi, c'est totalement. Moi, j'ai toujours été, en fait, passionné par l'action. Ok. Les sports de combat. Bon, nous, quand on a grandi, nos idoles, c'était les Bruce Lee et compagnie. C'est ça. Voilà. Donc moi, bon, on voyait les films, les Rambo et compagnie. Bon. Donc moi, j'avais souhaité, je voulais faire une carrière dans l'armée. D'accord. Il était hors de question pour ma mère. Elle voulait pas, elle voulait pas en entendre parler. Et puis j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que j'ai vu le film Wall Street. Ok. Avec comment Voilà, il s'appelle avec Douglas. Michael Douglas, Charlie Sheen. Et quand j'ai vu ce film, notamment le personnage il y avait deux personnages. Donc il y avait Michael Douglas qui jouait Gordon Gekko, et puis il y avait Charlie Sheen qui était un stockbroker qu'on surnommait Buddy dans le film. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Ok. Et ça a été le déclic. Parce qu'en fait, ce qui moi comment dire en anglais, ce qui me drive en fait dans la vie, c'est l'action. Et bon, je veux dire, quand on voyait les films d'action, l'armée et compagnie, je veux dire, bon, c'était, voilà, il y avait de l'action, et je me disais, tiens, c'est ce que je veux faire. Et la finance, en fait, notamment tout ce qui est marché financier, la bourse, Wall Street et compagnie, voilà, des gens qui étaient traders et compagnie, il y avait de l'action, on est toujours obligé de se réinventer. Ok. Voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne par passion. Je peux pas faire quelque chose qui me passionne pas. Ouais, ce que tu as dit. Voilà. Si ça me passionne pas, j'arrête. C'est-à-dire, moi, je sais pas tricher dans la vie. C'est-à-dire que si j'aime pas un truc, je le fais pas. Voilà. Parce que j'estime que la vie est relativement courte et on peut pas faire quelque chose qu'on n'aime pas dans la vie. C'est-à-dire moi, je suis pas quelqu'un qui m'impose en fait des barrières. Voilà, j'aime pas que la société m'impose telle ou telle barrière. Je fais ce que j'ai envie de faire. Ok. En étant respectueux. Le jour où ça me plaît pas, je fais autre chose. C'est pour ça qu'il faut développer une certaine polyvalence dans la vie. Donc c'est ce qui m'a amené vers la finance, et ça a toujours été une passion. Donc moi, je dévore les livres en finance comme des bandes dessinées, parce qu'en fait, ça me passionne. Quel livre, par exemple, t'as particulièrement retenu ton attention? Je les ai tous lus. Hein. Il y avait pas mal de bouquins américains sur le parcours des uns et des autres. Il y en avait un à l'époque dans les années 90 qui s'appelait Market Wizard, qui en fait parlait des plus grands traders aux États-Unis. Donc ça, je les ai lus. Le livre sur le film qui a inspiré le film de Big Short. Voilà. Bon, bien sûr, plein de livres sur Wall Street. Enfin, j'en ai lu plein. Il y en avait un à l'époque, c'était sur le scandale de Drexel Burnham, de Michael Wolken de l'époque. Et donc, ça s'appelait Den of Thieves. Et donc, c'était des investment bankers qui ont escroqué les gens en vendant en fait des obligations pourries qu'ils appelaient les junk bonds. Donc, j'en ai lu plein. Et donc, ça, parce qu'en fait. Et ça, quand tu étais jeune, c'est-à-dire que tu n'avais pas encore le bac ou tu avais déjà le bac? Non, j'avais déjà le bac. Quand est-ce que tu as commencé à te passionner? Non, en fait, quand je me suis passionné, en fait, parce qu'en fait, à l'époque du film Wall Street, j'avais pas le bac. Voilà, j'étais en seconde, je crois. J'étais en seconde. À l'époque, j'étais en ce qu'ils appellent en fait boarding school, mais j'étais en Suisse, à Genève, parce que c'est là que j'ai eu mon bac, à l'Institut Florimond. Et donc, en fait, donc ça me passionnait, donc je lisais, voilà, pour savoir. Et puis, derrière cette logique, en fait, quand je lisais les histoires des gens, j'essayais de me dire, mais tiens, si demain je retourne en Afrique, comment je peux essayer, en fait, de, entre guillemets, tropicaliser, en fait, leur système, notamment les différents produits financiers et autres, voilà, pour sortir des sentiers battus. Parce que c'est vrai que comment j'ai terminé, je suis rentré définitivement en Afrique en 98. Et c'est vrai que la finance, bon, c'était à l'époque où on lançait la BRVM. La BRVM a été, entre guillemets, créée en 97, mais les activités ont commencé en 98. Et donc, moi, lisant, en fait, tous ces différents bouquins et autres, ça me permettait de réfléchir, en fait, sur des types de produits que je pouvais proposer aux clients. Comment structurer leur business,
Voilà, donc à l'époque, quand moi je suis rentré, je travaillais à la filiale de la BNP, j'étais responsable de la recherche action et après j'ai bifurqué dans le private equity. Ça, c'était en 98, C'est t'es en rentré voilà, en pour, t'es allé directement à Abidjan? je suis rentré à Abidjan parce qu'en OK. fait, je voulais travailler à Wall Street, mais bon, à cette époque-là, comme moi j'avais eu mon MBA à l'université de Miami, à Miami, bon, j'avais des opportunités. À l'époque, il y avait une société avec une investment bank qui s'appelait Salomon Smith Barney. Mmh. Mais en fait, il me proposait en fait quelque chose sur l'Amérique latine, basé à Miami, mais travailler sur le Brésil. OK. Mais bon, je parle pas portugais, Mmh. bien que ma mère heu soit moitié portugais, moitié Congolais? À Cap-Vert? capverdienne, Mmh. moitié ivoirienne. Mais bon, D'accord. je parlais pas portugais à l'époque. Mmh. Et puis bon, j'étais pas particulièrement à l'aise en espagnol, bien que je vivais à Miami. Donc Mmh. c'était assez compliqué pour moi. Et puis au niveau de New York, les opportunités, il y avait énormément de concurrence. OK. Parce que quand c'est comme ça, bon, généralement, des grandes structures à Wall Street, elles vont préférer recruter les gens qui viennent de Ivy League. Ouais. Voilà, donc Mmh. soit Columbia University, Harvard, Harvard, bon voilà, toutes les grosses structures de la côte est des États-Unis. Mmh. Miami, c'est intéressant, mais avec une vision Amérique latine. Donc OK. il faut parler espagnol, il faut parler portugais. OK. Et donc en fait, quand je cherchais et puis après j'avais entendu parler en fait de ce projet de bourse régionale, Sur les en valeurs Afrique de mobilières. l'Ouest et puis Mmh. je me suis dit: «Bon, pourquoi pas? Je vais y Mmh. aller et puis si c'est pas intéressant, bon, je reviens aux États-Unis». OK. Et donc finalement, quand je suis parti, bon, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, c'était un univers, tout nouveau. Mmh. Donc il y avait énormément de choses à faire et l'avantage, en fait, c'est quoi? C'est que quand vous venez avec une certaine compétence, on vous donne tout de suite carte blanche Mmh. pour, vraiment, faire entre guillemets «ce que vous voulez». Donc il y a vraiment l'opportunité pour des gens qui savent la saisir et qui sont, sérieux, de vraiment exceller quoi, de vraiment Mmh. exceller et puis de pouvoir vraiment apporter une vraie valeur ajoutée. Et Mmh. donc c'est ce qui a fait que moi je suis rentré comme ça et puis bon, j'ai commencé à l'époque à BC Bourse qui était, la société de gestion et d'intermédiation de BNP Paribas en Afrique francophone, donc Mmh une mh. filiale également de la BCC et des BC de la sous-région. Mmh. Donc c'est moi qui ai monté le département, recherche action, equity research. OK. Et donc à l'époque, on a participé même à l'introduction de Sonatel. Mmh. Voilà, on a fait pas mal d'introductions en bourse, et heu et ça a été, je veux dire, ça a été je pense que ça a été l'élément déclencheur. Parce que j'ai été un des premiers modestement à sortir des notes de recherche Mmh. sur des valeurs, mobilières sur, BRVM et autres. Mmh. Et après c'est donc du coup, je me suis dit: «Ah mais c'est extraordinaire» parce qu'en fait, je fais en Afrique ce que j'aurais dû faire à Wall Street. Mais la différence, c'est qu'à Wall Street, en fait, là-bas, j'aurais été simplement un numéro parmi tant C'est d'autres. ça. Alors que là-bas, on me laisse vraiment totalement la latitude, vraiment de pouvoir faire ce que je veux Mmh. et dans un contexte africain. Parce qu'en fait, Mmh. la finance, elle est universelle. Mais quand, par exemple, on fait une valorisation, il faut l'adapter au contexte des marchés, Mmh. qu'on qualifie de marchés frontières. Tout à fait. Ce qui veut dire que la même méthodologie ne va pas forcément s'appliquer parce qu'à l'époque, par exemple, il n'y avait pas de courbe de taux dans la zone, UEMOA. C'était très D'accord. compliqué. En théorie, oui, mais dans OK. la pratique, non. OK. D'accord. Donc comment on calcule le taux d'actualisation, tout ce genre de choses, voilà. Donc intellectuellement, c'était très intéressant. Mmh. Intellectuellement, c'était très Parce que intéressant. ton métier, c'était quoi? Tu as dit research action et j'imagine que c'était d'aider les personnes qui cherchent à acquérir des actions Voilà, sur la BRVM en les conseillant sur les meilleures valeurs, c'est c'est-à-dire ça? qu'en fait, d'abord, moi, il fallait que je fasse une analyse des valeurs. Ouais. Donc j'analysais les valeurs, je faisais des études, qui présentaient la société, ses avantages, ses inconvénients. Si la société, elle est cotée à 10 000 francs CFA, je faisais une valorisation pour voir est-ce qu'elle est valorisée à sa juste valeur ou elle est sous-valorisée ou elle est Mmh. survalorisée. OK, Et à d'accord. partir de là, je faisais des recommandations à l'achat, à la vente ou à conserver. OK. Donc voilà. Donc ça permettait justement aux clients, d'avoir des notes de recherche Mmh. pour qu'ils puissent faire prendre leurs propres décisions en connaissance de cause. Tout à fait. Si c'était des gens qui étaient dans une gestion libre. Mmh. Maintenant des gens qui étaient dans une gestion conseillée, dont on allait les conseiller pour leur dire: «Bon voilà, il faut que tu achètes, du Société Générale Côte d'Ivoire, ou il faut que tu Mmh. achètes du Sonatel, il faut que tu Mmh. achètes du de» voilà. Mmh. Donc et avec cette note de recherche-là comme support.
Donc, ce qui était une nouveauté parce que ça n'existait pas avant. Et donc, ça nous a permis, en fait, de structurer le marché, d'améliorer un peu plus la culture boursière. Voilà. Et ça, c'était vraiment intéressant à le faire. Parce que déjà, le fait de participer à mon niveau, à mon modeste niveau, à la construction de ce marché financier, c'est quelque chose que jamais j'aurais pu faire en Occident. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et ça a été vraiment un réel plaisir. Donc aujourd'hui, quand je vois par exemple ce qui est devenu la BRVM, c'est vraiment une grosse satisfaction parce qu'avec aujourd'hui là les les doyens, je dirais les doyens, mais c'est pas réducteur, mais en fait tous les grands frères là, Félix Abénouvé et autres, on a tous travaillé ensemble en bonne intelligence, on a participé à l'élaboration de ce marché, et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein, parce qu'on était dans un environnement qui était un environnement nouveau. Il y avait que la Bourse des valeurs d'Abidjan, qui avait été créée, je crois, en 1976 ou 1977 par le président Houphouët-Boigny. Qui, lui, en fait, avait une logique de créer un actionnariat public ivoirien. Parce que la plupart des sociétés, c'était des sociétés étatiques. Donc, il a mis en place un programme de privatisation et puis d'accès, en fait, au capital aux Ivoiriens pour qu'ils soient actionnaires de ces différentes sociétés-là. Parce que dès le départ, il avait sa vision de dire un pays ne peut pas se développer sans un marché privé, un marché financier fort. Donc, la Bourse des valeurs Abidjan, de mémoire, je pense qu'en 1976 ou 1977 qu'elle a été développée. Donc, la BRVM, en fait, est née des cendres de la Bourse des valeurs d'Abidjan, de la BVA. C'est pour ça qu'à l'origine, toutes les valeurs étaient des valeurs ivoiriennes. Et après, la première valeur non ivoirienne, ça a été la Sonatel. C'est sénégalais, hein, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est l'équivalent d'Orange au Sénégal. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, ça a été la première valeur non ivoirienne qui a été cotée sur la BRVM. Et puis, jusqu'à ce jour, c'est la plus grosse capitalisation, je crois. Sonatel? Ouais, Sonatel, c'est la plus grosse capitalisation de la bourse. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a des valeurs un peu de tous les pays aujourd'hui qui... Ouais, totalement. Voilà, quoi. C'est intéressant. Parce que on a reçu ici Charles Moutabam qui lui accompagne sur la BRVM. Du coup, on a fait un épisode spécial là-dessus et qui m'a permis de découvrir en fait que tous ceux qui veulent investir dans l'économie africaine peuvent aussi le faire via la BRVM, quoi. Et je découvrais ça totalement. Et peut-être que toi aujourd'hui, est-ce que tu accompagnes tes clients ou bien quels sont les clients auquel tu vas recommander particulièrement, la typologie de clients auquel tu vas recommander particulièrement d'aller sur ce marché-là, la BRVM? Bon, en fait, moi, je gère plus le côté patrimoine à l'international des clients. Parce que les clients ont déjà leur patrimoine en local, ils sont déjà investis dans différentes classes d'actifs en local. Donc, moi, par exemple, la typologie de mes clients, c'est des gens, par exemple, qui avaient déjà, en fait, un certain patrimoine en France ou dans d'autres pays. Que ce soit au niveau immobilier ou qui avaient des comptes dans des banques privées ici et qui n'étaient pas du tout contents de la gestion qui en était faite. Ok, d'accord. Donc là où moi j'interviens, c'est que moi j'apporte une valeur ajoutée pour améliorer la gestion. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui détenaient leurs biens en biens propres sans anticiper sur des questions de succession. Donc après, il y avait des problèmes d'impôts, donc il fallait structurer. Donc il y a vraiment un travail de structuration, de réorganisation du capital. Et puis souvent, même quand on analyse en fait l'organisation qui a été mise en place, moi où là j'interviens, c'est que moi je réorganise en fait l'ensemble du patrimoine, soit en créant des holdings et autres, voilà, des différents clients. Maintenant sur la partie locale, que je maîtrise totalement. Mais bon, t'as quand même bossé là-bas pendant longtemps. Voilà. Maintenant, à la rigueur, c'est pas à la rigueur, c'est-à-dire que souvent, par exemple, s'ils me présentent en fait, en faisant une analyse en fait de leur patrimoine, je vois le type d'investissement qu'ils ont fait. Je peux me permettre en fait de donner des conseils en disant positionnez-vous plutôt sur telle ou telle valeur, c'est tel truc, vous avez une surexposition dans ce secteur, il faut réduire, voilà. Je connais également l'environnement du non-coté pour avoir fait du private equity en Afrique, dans la région, en Afrique francophone principalement, Afrique de l'Ouest, zone UEMOA et CEMAC en Afrique centrale. Voilà, donc je peux faire des suggestions au niveau de l'immobilier également, parce que la typologie des clients, c'est une surexposition sur l'immobilier. Ça, vous voyez ça partout. Mais c'est terrible, même encore aujourd'hui. En Afrique, voilà, ils détiennent tous dans l'immobilier, donc ils ont un problème de trésorerie, ils n'ont pas de liquidité.
Ah, Parce que bah oui, c'est vrai. l'immobilier, par Oui, définition, est illiquide. il est liquide. Donc, vous avez des gens qui peuvent avoir 15, 20 biens et trucs, mais ils n'ont pas de trésor. Donc, si demain, il y a un gros problème, c'est compliqué parce que pour vendre un bien immobilier, ça prend énormément de temps. Ouais. Alors que si tu vends des actions, Voilà, bien sûr. c'est beaucoup plus C'est rapide. beaucoup plus rapide. Bon, s'ils veulent pas prendre de risques, ils peuvent se placer sur des obligations d'État, où il y a très peu d'États je connais pas d'États qui ont fait faillite et qui ont jamais honoré les obligations d'État qu'ils ont émises. Même quand Mais c'est aussi liquide. C'est très liquide, les obligations d'État? Mais parce qu'en fait, si demain, par exemple, parce qu'un particulier demain même qui détient 5 milliards en obligations d'État, qui est coté sur la BRVM, Ouais. il peut trouver une contrepartie, une compagnie d'assurance qui va récupérer. Je veux dire, aujourd'hui, l'État du Sénégal émet à des taux de 7, 5 ou de 8, exonérés d'impôts. Bon. En tant que particulier, si vous prenez 1 milliard, 2 milliards, bon, pour une compagnie d'assurance, c'est pas intéressant, c'est intéressant pour elle, je veux dire. Donc, il y a vraiment, voilà, et ça permet d'avoir des rémunérations, ça permet d'avoir des taux d'intérêt intéressants, et puis vous diversifiez votre exposition. Si, par exemple, il prend 1 milliard d'actions Sonatel, mais Sonatel, c'est parmi une des valeurs les plus liquides de la BRVM. Donc, si demain, il veut vendre, il n'y aura pas de il y problème. a aucun problème. Voilà. Donc, c'est là où, par exemple, un bon conseiller en investissement va apporter sa valeur ajoutée pour le positionner sur des valeurs qui sont liquides et qui sont également solides. Voilà. Et donc, forcément, bon, souvent, parce que la plupart de ces gens-là, leur argent, c'est sur des DAT en banque. Des dépôts à terme. Dépôts à terme, ok. Ici, ils appellent ça les comptes à terme. Voilà. Donc, ici, c'est des dépôts à terme. Mais les dépôts à terme sont bloqués, ça peut être du 6 mois, ça peut être truc. Donc, quand vous cassez, si demain il a besoin de son argent, il casse, il va avoir une pénalité. Ouais, une pénalité, voilà. Alors que si, alors que si demain, par exemple, si demain il met 1 milliard sur Sonatel, et que demain, pour une raison ou une autre, il veut... Du jour au lendemain, il peut, assez rapidement, il peut récupérer son argent. Voilà, il peut récupérer son argent. Maintenant, s'il veut pas, maintenant, s'il n'a pas besoin de récupérer son argent, bon, ce qu'on peut lui dire, c'est que bon, tu vas négocier une ligne de crédit avec une banque, tu nantis, tu en garantis des actions, et puis bon, voilà, quoi. Après, tu joues sur le différentiel de taux, quoi. Donc, je veux dire, si tu as une action dont tu as un rendement de 10% et que bon, te prête à 5%, tu as un delta positif de 5. Voilà, donc après ça, c'est des réflexes qu'ils n'ont pas forcément, mais que en tant que conseiller financier, vous pouvez leur apporter cette réflexion-là et puis vous dire, ah, vraiment, merci, oui, c'est vrai, parce que souvent, c'est dommage, par exemple, de liquider un bon portefeuille, alors que, et c'est ce que les compagnies d'assurance font ici, c'est ce qu'ils appellent les crédits lombards. Oui, j'ai déjà entendu ce mot-là. Oui. Voilà, donc... Non, mais même, on m'a toujours dit que, tu vois, les Elon Musk et autres qui ont des actions de leur boîte ou de ces différentes boîtes, aujourd'hui, ils utilisent ces actions-là pour fonctionner, pour vivre, parce qu'ils placent, ils nantissent les actions quelque part et ils fonctionnent avec l'argent du nantissement, quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est-à-dire que quand on dit, par exemple, cette personne est riche, elle a 300 milliards de francs CFA, 300 milliards de dollars, elle n'a pas 300 milliards de cash. Non. C'est la valorisation, en fait, de son portefeuille. Mais demain, une banque peut lui donner une ligne de crédit, une facilité de 1 milliard ou 2 milliards. Parce qu'il a 300 milliards. C'est ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et souvent, en fait, nos cibles n'ont pas ce réflexe-là. C'est ça. Et c'est là où nous, on peut leur apporter notre valeur ajoutée en les formant et en leur disant, voilà, en leur apportant l'information. Et puis, et puis souvent, ils sont contents. Ils se disent, ah ouais, c'est vrai que non, parce que sinon, moi, j'aurais vendu alors que tu n'as pas besoin de vendre. Et puis, bon, là où nous, également, on apporte notre valeur ajoutée, c'est que nous, on les accompagne dans toute la partie de négociation avec les différentes banques pour s'assurer qu'ils ont des termes intéressants et qu'ils ont les meilleurs taux. Parce que ce qui est important dans tout ça, effectivement, c'est le différentiel de taux. C'est quelque chose qui me rapporte 10%. Et moi, quand je vais aller emprunter, je dois rembourser à 6%. Je gagne. Ouais, mais par contre, si je rembourse à 12%, t'es perdant. Voilà, je suis perdant. Voilà. Donc, il y a une partie éducation. Et je pense que c'est ça la beauté de ce métier-là. C'est véritablement, en fait, d'aller discuter avec les gens et puis, en fait, entre guillemets, vous les éduquer. Ouais, t'es force de proposition. Voilà, vous êtes force de proposition. Parce que, tu vois, cette discussion-là, t'étais là lors de l'événement avec Mamadou Sakho. Ouais. Et en parallèle de l'événement, on avait discuté avec lui. Et parce que mon rôle, c'était aussi de comprendre comment est-ce que les sportifs gèrent ce genre de choses, gèrent leur argent en général.
Et eux, ils sont, comme tu le disais, focus 100% sur l'immobilier. Parce que si demain il y a un problème, bah au moins tu vends le bien. Mais vendre le bien, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi C'est simple que vraiment ça. ça le sujet, tu vois. C'est pas aussi Mais simple. eux, ils se disent, bon, là j'ai un bien, il est là. Tu vois, mon argent, je sais où est-ce qu'il est, il est physiquement là. Alors que des actions de boîte, bon, t'as l'impression que c'est volatile, quoi. T'as l'impression que c'est pas de l'argent, vraiment. Non, c'est clair. Bon, après, lui, il fait de l'immobilier à Dubaï. Oui. Voilà. Mm. Donc à Dubaï, si demain vous voulez vendre un bien immobilier, c'est beaucoup plus simple que vendre un bien immobilier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Cotonou, au Bénin. Ok. Parce que de chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, la procédure est très longue pour obtenir, en fait, le titre de propriété, ça prend du temps, voilà. Donc si vous n'avez pas forcément ce temps-là, Mhm. ça peut être compliqué. C'est-à-dire que si votre besoin de cash, il est urgent, Mm. ah ouais, là, ça peut être compliqué. Mm. Maintenant, dans les autres marchés, comme Dubaï et compagnie, puisque eux, c'est des marchés, en fait, qui se sont fait un nom à travers le real estate. Ouais. Mm. Donc, il faut mettre en place des mécanismes simples et rapides. Mm. C'est ça qui fait la différence. Sinon, les gens vont pas aller investir dans tel ou tel marché, Ouais, tout notamment à si fait. on investit avec une logique financière. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent, ils font des placements financiers. Mm. Mais s'ils ont besoin d'argent, il faut qu'ils puissent sortir rapidement. Ouais. Et il faut pas que, voilà. Mais de manière générale, l'immobilier est liquide Mm. et l'immobilier physique est liquide et il faut vraiment diversifier et s'assurer. C'est-à-dire que quand vous investissez dans l'immobilier, c'est de l'argent dont vous n'aurez pas besoin Mm. parce que c'est un investissement pour le long terme. Mm, mm, mm. Voilà. Et mais par contre, ne jamais mettre de l'argent dont vous aurez besoin dans l'immobilier. Mm. Parce que si demain vous avez un coup dur, pour récupérer cet argent dans les délais qui soient des délais raisonnables, là vous allez avoir des problèmes. Mm. À Ouais. la rigueur, en fonction de votre profil de risque, allez mettre ça dans des actions qui sont hyper liquides. Je dis n'importe quoi. Demain, vous mettez dans du Telsa, vous mettez dans Nvidia. Tu sais que si après demain, tu as besoin Tu vends d'un truc, tu facilement. vends Ouais, facilement. ouais, ouais. Que ce Mm. soit à perte, toi, tu vas vendre, tu vas récupérer quelque chose. Mm. Mm, mm, mm. Mais bon, même si tu vas acheter ton appartement à Dubaï, que demain on est en crise financière, Mm. je sais pas comment tu vas faire pour vendre. Mm. En tout cas, tu vas attendre avant de vendre. Tu vas attendre. Ou Et bien tu vas perdre en et plus. tu vas perdre énormément. Ou bien Ouais. si vraiment tu vends, tu vas vendre à la ramasse, peut-être même avec une décote de 30%, 40%, surtout si la personne en face sait que tu es prise à la gorge. Mm. Voilà. Tout à fait. Donc voilà. Donc en fait, il faut pouvoir anticiper tout ça. Mais ça, comment on le sait? C'est en questionnant les clients. Ouais. Mm, mm, mm. Parce que il faut savoir les écouter. C'est-à-dire que il faut pas venir jouer les gros bras et puis proposer. Non. En Mm. fait, c'est l'effet inverse. Mhm. On écoute le client et en fonction de ce que le client dit, en fonction de sa vision, en fonction de ses besoins, on essaye de lui apporter des solutions. Mais on Mm. travaille ensemble, en fait. C'est-à-dire, Mm. c'est pour ça, moi, j'ai une logique entrepreneuriale avec les clients. Ok. C'est-à-dire, on fonctionne ensemble, on va s'accompagner. Donc, moi, je suis l'entrepreneur de son patrimoine. Voilà. Mm. Donc, en fonction de ça, et on l'accompagne. Mhm. Mais je vais pas venir, en fait, tout de suite lui dire, oui, non, si, c'est comme ça. Non, c'est lui qui connaît c'est lui qui a sa vision, c'est lui qui maîtrise. Donc, moi, l'avantage que j'ai, c'est que lui, en fait, il a la tête dans le guidon 24 heures sur 24. Mm. Alors que moi, de l'extérieur, je peux voir des choses qu'il voit pas Tout à fait. et lui dire, ah, bon, j'ai bien compris, mais par rapport à ça, potentiellement, il y a tel ou tel truc qui va pas. Et puis il me Mhm. dit, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Parce que c'est normal, il a la tête dans le guidon Mm. tous les Mm. jours. Mm, mm, mm. Mais on doit fonctionner avec lui Ok. et non pas contre lui. Et on ne doit pas lui imposer des choses. Mm. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait à véritablement développer une relation Mhm. win-win avec le client, hein, et puis voilà quoi. Mm. Ouais, ce qu'on appelle le consultative selling, c'est-à-dire que t'es dans la discussion avec le client et au fur et à mesure de la discussion, tu arrives à identifier quelles sont ses problématiques et du coup, tu peux répondre à ces Bien sûr. problématiques, forcément. Et en plus, quand tu discutes avec lui, enfin, tu ne peux que proposer des solutions qui vont être adaptées parce que tu as suffisamment discuté avec le client, tu as suffisamment connu. Parce que, en fait, en fonction de tes objectifs, ton portefeuille va être complètement différent, en Bien fait. sûr.
Tu peux prendre 2 clients, ils vont pas du tout avoir le même portefeuille parce qu'ils ont pas le même profil de risque, comme tu as dit, pas les mêmes objectifs également, Tout quoi. à fait. Non, mais en fait, c'est ça qui est la beauté, en fait, de ce métier. Mais il faut être quelqu'un d'intègre. C'est important. Parce que le client, quand même, je veux dire, entre guillemets, il est un peu à votre merci. C'est-à-dire que si vous êtes, comme on dit un peu vulgairement, un très bon tchatcheur, la personne en face de vous, en fait, elle va boire tout ce que vous dites et vous pourrez l'influencer. Tout à fait. De manière positive comme de manière négative. Donc, il faut avoir une certaine éthique. Et il faut voir loin. Parce qu'en fait, comme je dis, c'est une relation, en fait, qui s'inscrit dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes avec le père, demain, vous êtes avec les enfants et autres, voilà. Donc, c'est pas une histoire d'un one shot et puis, OK, bon, je fais un petit coup, je prends un billet et puis, non. Voilà. Donc, moi, je préfère travailler avec des gens dans la durée et bâtir cette relation de confiance. Sinon, ça m'intéresse pas. Ouais. Voilà. Sinon, ça m'intéresse pas. Moi, je suis un peu de la vieille école. C'est-à-dire, je dois créer des relations de la confiance. Parce que si c'était pas, je veux dire, chacun, moi, je porte pas de jugement, quoi. Chacun fonctionne comme il doit fonctionner. Mais moi, en ce qui me concerne, la confiance prime d'abord. Sinon, aujourd'hui, j'étais multimilliardaire. À voler les gens, tu veux dire, tu aurais pu être multimilliardaire. Ouais, non, mais c'est oui, bah oui. Voilà. C'est-à-dire que si j'étais quelqu'un sans foi ni loi, pour avoir un peu essaimé un peu d'Abidjan à Douala, à N'Djamena, à Libreville, à Dakar, Bamako et j'en passe. Oui, une fois on parlait, t'as vu tous les pays d'Afrique, voilà. T'as beaucoup voyagé. Ouais, j'ai beaucoup voyagé et puis non, parce que l'Afrique, en fait, c'est un continent qui est extraordinaire, on apprend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris au contact, en fait, des personnes du secteur informel. D'accord. C'est des personnes extraordinaires. Parce que c'est des entrepreneurs hors pair. Ouais, tu donnais l'exemple du commerçant malien juste avant, là. Non, mais c'est des entrepreneurs hors pair. Simplement, ils sont dans un cadre qui n'est pas le cadre de celui qu'on nous a fait comprendre que ça devait être le cadre. OK. À travers notre formation, qui est occidentalisée, qui est cadrée et autres. C'est des gens qui ont essaimé, qui continuent à travailler comme ça depuis plusieurs années et qui réussissent pour certains et autres. Voilà. Donc, vraiment, c'est une formidable école de la vie. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont appris, justement, ces commerciants informels-là? La dernière fois que j'étais à Dakar, je suis arrivé à la banque et j'ai vu un gars sortir avec un sac. Il posait des liasses de billets comme ça, boum, boum. On sentait que c'était peut-être la recette de sa semaine ou de ses mois, quoi. Non, mais leur détermination, ils sont organisés. C'est-à-dire que même dans l'informel, il y a une organisation, leur détermination et je veux dire, et leur maîtrise, en fait, de leur environnement. C'est-à-dire que ces personnes-là, un franc, c'est un franc. Il sait exactement qu'est-ce que ça doit lui rapporter. Tu peux pas venir, en fait, le doubler, quoi. Et donc, en fait, je veux dire, et c'est surtout en termes de motivation. Parce que quand vous les voyez, même les femmes au marché, qui s'organisent, qui ont leur kiosque, tout ça, les vendeuses d'atcheke et autres, elles sont hyper organisées. Au niveau de leurs fournisseurs, elles savent exactement, même la personne qui a juste 300 000 francs CFA de chiffre d'affaires et autres. Donc, en fait, en termes de motivation, moi, à chaque fois quand à l'époque j'étais responsable jeune d'Afrique subsaharienne chez BNP Paribas, à chaque fois que je faisais des missions sur le continent, puisque j'étais au conseil d'administration de nos différentes filiales, et que j'allais sur le terrain, soit pour voir les agences de nos filiales, et puis en même temps on est au contact des différents commerçants, c'était toujours en fait une source de motivation. Parce que souvent on est dans notre confort en Occident, on se plaint, tu prends ton métro, tout le monde tire la tronche, et tu vas là, tu vois ces personnes-là qui opèrent dans un environnement qui n'est pas simple, mais qui gardent toujours le sourire. Donc, franchement, moi, c'était une motivation. Je me disais, donc je relativisais. Je pouvais avoir souvent quelques petites préoccupations. Je relativisais. Et quand je revenais, par exemple, à Paris, mais j'étais gonflé à bloc. Ouais. J'étais gonflé à bloc, quoi. Et c'est ça, en fait, qui me manque, je dirais, à travers le continent. Mais on le retrouve partout. C'est-à-dire que la beauté du continent qu'on a,
c'est que même si vous êtes ivoirien, vous partez à Bangui, vous allez retrouver les choses, vous allez retrouver les codes. Il y a toujours, voilà, à Dakar, un peu partout, Bamako, voilà. Et pour moi, ça a vraiment, c'est vraiment une source de motivation à pouvoir aller de l'avant en me disant: «Mais j'ai mes frères et sœurs là qui, dans l'informel, en fait, se lèvent le matin, travaillent dur, arrivent à s'en sortir. Il y a pas de raison que, moi, entre guillemets, qui est censé, être dans un cadre, Confortable. confortable, je baisse les bras, quoi». C'est, donc en termes et comme je dis, même quand vous allez au village, quand vous allez à l'intérieur, dans les villes de l'intérieur du pays et que vous voyez les gens qui se lèvent le matin, qui vont au champ, les femmes et compagnie et autres, tout ça, moi, pour moi, c'est une source d'inspiration et de motivation. Et c'est vraiment ça qui me booste et qui me permet, de dire, «OK, je baisse pas les bras et puis voilà, quoi. On y va. On y va, quoi». Et que tu parlais de ton métier quand tu étais, de ton travail quand tu étais, à la BNP, mais c'était quoi ton travail, tes missions au quotidien à ce moment-là? Qui te Mais permettaient d'aller à la rencontre de tous ces acteurs-là bon, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu plusieurs phases en BNP parce qu'en BNP, j'ai été d'abord directeur général, de BC Bourse, donc qui était la filiale, de BNP Paribas. Bon, je simplifie, quoi. C'était en fait l'équivalent de la banque, d'investissement d'affaires du groupe BNP Paribas en Afrique francophone basé à Abidjan. Donc on avait les activités de marché de financiers sur la BRVM. Donc on avait, le titre de société de gestion d'intermédiation, donc on avait une activité courtage et puis après on avait une activité également d'ingénierie financière et donc à ce titre-là, on a structuré des introductions en bourse, on a structuré des émissions obligataires pour des groupes privés comme pour des États. Donc par exemple, moi j'ai fait l'émission obligataire, la première émission obligataire en fait du groupe Azalaï, de monsieur Mossadegh Bali que je profite, pour saluer également à votre micro. Et également, on a fait les États de Côte d'Ivoire, du Sénégal, on a fait la BOAD, voilà, des émissions obligataires de l'époque. Donc moi, j'étais directeur général de cette structure, on avait 10 000 clients, et on avait à peu près 250 milliards de francs CFA d'actifs en conservation. Donc on opérait sur la BRVM et on était en fait la filiale, de 4 BC. Donc la BC du Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire bien sûr et Mali. BC, c'est Banque Centrale? Non, c'était des banques internationales du commerce et de l'industrie. C'était des filiales, c'était la dénomination des filiales de BNP Paribas en Afrique, subsaharienne. D'accord. Et donc moi, j'ai été DG de cette structure pendant à peu près 4 ans et demi. Après, bon, j'ai eu une promotion pour venir à Paris ils ont créé un département Afrique. Et donc moi, j'ai été le numéro 2 de l'Afrique subsaharienne. Donc j'étais responsable adjoint d'Afrique subsaharienne. Donc à ce titre-là, je supervisais l'ensemble de nos filiales en Afrique subsaharienne. Donc à l'époque, de mémoire, on devait avoir 10 filiales. Donc on avait la Guinée, Conakry, le Sénégal, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Et puis en Afrique centrale, on avait le Gabon. Et on avait également, et puis dans l'océan Indien, on avait les Comores. Madagascar, on avait vendu Madagascar. Voilà. Mais BNP Paribas, il y a quelques années, était présent dans plus de pays. Ils étaient au Tchad. Je pense non, ils n'ont pas été en Centrafrique, mais ils étaient au Tchad, voilà. Et donc, bon, quand je suis venu en centrale à Paris, donc moi maintenant je supervisais nos filiales. Donc à ce titre-là, j'étais responsable de s'assurer de la mise en œuvre de la stratégie du groupe. Bon, le groupe m'a quand même fait confiance pour m'associer à la réflexion sur la stratégie qu'on devait mettre en place, le développement d'une stratégie en Afrique subsaharienne. Donc en fait, bon, j'ai un peu contribué. Et puis généralement dans la partie également plus marché des financiers, de par mon expérience à BC Bourse. Donc voilà, donc moi mes principales, c'était vraiment superviser les projets transversaux du groupe avec les filiales et également être l'interlocuteur auprès des autorités, donc Banque centrale, ministère de l'économie et des finances, commission bancaire et autres, et puis bon, administrateur des filiales. Voilà. Donc c'était vraiment un rôle, je dirais, moins dans l'opérationnel, mais plus dans la supervision, puisqu'on avait des directeurs généraux de nos banques dans les pays qui avaient également le titre de directeur de territoire. Donc c'est eux qui étaient responsables de chaque territoire dans lequel il était et de la mise en œuvre de la politique du groupe. Donc, voilà. Donc nous, en tant que hiérarchie, on supervisait tout ça.
Et si jamais il y avait des problèmes avec la banque centrale ou telle autorité, donc là, on intervenait. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a appris? Parce que du coup, tu as dû manager des équipes dans différents pays d'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que ça t'a appris sur le management en Afrique, en termes de différence, de spécificité? Mais bon, c'est vrai que ça a été bon, c'est vrai que en fait, je suis passé en fait d'une structure entre guillemets investment banking très business, tout ça à un périmètre beaucoup managérial où il y a le rapport humain beaucoup plus important, où on doit être plus diplomate, on doit écouter les gens. Bon, c'est l'avantage pour moi, c'est que j'ai pas véritablement eu de problème dans les différents pays. Parce que je suis africain. Et parce que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait une bonne partie de ma carrière là-bas, donc je connais les codes. Donc, bien au contraire, les gens étaient à l'aise avec toi d'avoir un de leurs frères avec qui discuter en haut lieu. Parce qu'en fait, ils savaient que ils comprendaient, que je comprenais bien en fait leur psychologie, que voilà. Mais tu comprends là, parce que le grand débat qu'on a dans la diaspora, et ça revient de plus en plus. On dit que l'Afrique, c'est pas un pays, tu vois. Donc, les réalités du Burkina, et encore, le Burkina, c'est proche de la Côte d'Ivoire, mais tu vois, du Burkina, du Gabon, sont différents t'as dit Afrique de l'Est tout à l'heure. Ouais, Afrique de l'Est, ouais, c'est l'Afrique anglophone, quoi. Ouais, c'est vrai que Oui, ou bien tu même vois. chez les lusophones. Voilà, mais t'as parlé des Comores. C'était comment ça dit tout à l'heure? Les Comores. Voilà, par exemple. Tu vois, là, on est dans 3 zones qui sont très différentes. Toi, tu dois manager tous ces gens-là. Beaucoup diront que c'est des zones très différentes et que ton africanité de l'Afrique de l'Ouest, elle est pas pareille. Toi, tu dirais qu'il y avait une unité culturelle? Non, mais bon, la chose quand même qui nous rassemble, c'est le respect. C'est-à-dire qu'il y a le droit d'aînesse, ils respectent, et puis également l'approche. C'est-à-dire qu'en tant qu'Africain, tu sais comment parler à ton frère africain. Ok. Tu vas pas être insolent. Ouais. Donc il y a une façon de voilà. Par exemple, je me souviens à l'époque, les gens se plaignaient que les Comores étaient ingérables. Mais parce que bon, je veux dire, l'Européen qui débarquait là-bas, il parlait mal aux gens. Faut savoir parler aux gens. Donc moi, je suis arrivé, j'ai réuni les gens. Et puis j'ai réussi à résoudre le problème. Ouais. Parce que je leur ai fait comprendre que on est des frères et on a un comportement à avoir et il faut qu'on puisse montrer l'exemple. Donc certes, il y a des problèmes, que je comprends vos problèmes, mais il y a des façons de pouvoir les résoudre et il faut pas entre guillemets avoir un comportement qui puisse vous être déplorable. Qu'est-ce que les gens m'ont dit? Ils m'ont dit: «Ah vraiment monsieur Akoto, on vous remercie. Vous au moins vous nous écoutez, vous savez comment nous parler». Ok. Donc ça, c'est-à-dire que mais ça, quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique, qui ne connaît pas ces gens, parce que ça, vous avez partout, hein, que ce soit à Bangui, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Moroni, aux Comores, respecter les gens, c'est universel. Voilà. En Afrique, on n'aime pas des gens qui parlent mal. Ça, surtout entre nous Africains, tout à fait. faut pouvoir respecter les gens. Ouais. Et souvent, les étrangers ne comprennent pas ça. Ouais. Et ça fait la différence. Donc moi, étant à la direction Afrique, mais tous mes compatriotes africains étaient rassurés parce qu'ils disaient: «Ah, on a un de nos frères qui est là-bas, il nous comprend, donc on va lui soulever nos problèmes, lui au moins pourra faire en sorte qu'on nous écoute». Et ma hiérarchie avait bien compris ça. Et donc sur des problématiques, c'était moi qui même pour aller discuter avec les autorités. Que ce soit en Guinée avec la Banque centrale, parce qu'en fait, surtout l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, en fait, c'est un melting pot. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, que vous allez en Guinée-Conakry, que vous allez à Bamako, que vous allez au Mali, les gens de la génération, là, les doyens, là, pour une raison, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, ils sont tous passés par la Côte d'Ivoire. Ok. Ils ont tous fait leurs études à l'université d'Abidjan, voilà. Donc, il y a des réflexes. Et quand vous grandissez dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où tu as un melting pot, donc peut-être même tu n'es jamais sorti de la Côte d'Ivoire, mais tu as côtoyé des Béninois, tu as côtoyé des Maliens, tu as côtoyé un peu tout le monde. Donc tu connais, c'est-à-dire que si demain tu vas à Cotonou, tu n'es pas en territoire inconnu. Oui. Voilà. C'est la même chose si demain tu vas à Libreville, tu n'es pas en territoire inconnu. Parce qu'en Afrique, il y a quand même ce lien-là.
Et c'est vrai que maintenant, après, quand tu vas dans la partie anglophone, là, c'est différent. Ouais. Toi, t'as pas eu à dealer avec les anglophones? Non, parce qu'on n'était pas présent au niveau des anglophones. Mais bon, j'allais souvent au Ghana quand j'étais chez Ecobank. J'allais à Accra assez souvent. L'avantage des anglophones, c'est que l'anglais est une langue directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chichi comme avec les Français. Donc, c'est vrai qu'avec mon background anglo-saxon, j'ai pas de problème quand je vais chez les anglophones parce que l'approche est beaucoup plus directe. D'accord. Chez les francophones, c'est subtil. Il faut faire plus de politique chez les francophones que chez les anglophones. Juste à cause, même la langue, quoi. Ça se voit voilà. même dans la langue. Mais parce qu'en français, moi, je te connais pas, je te vouvoie. Il y a le vouvoiement, le tutoiement. Mais en anglais, quand je dis you, tu sais pas si c'est vous ou tu. Voilà. Donc, à partir de là, l'approche, elle est plus directe. Donc, s'il y a un problème, en te parlant en anglais, si je veux te faire passer des messages de manière directe, ça va être beaucoup plus smooth qu'en français. D'accord. Parce qu'en français, on va voir tout de suite la différence. Ok. Entre le vouvoiement et le tutoiement. Donc, chez les anglo-saxons, il n'y a pas ce problème-là et la mentalité, elle est différente. C'est-à-dire, quand vous allez, par exemple, au Nigeria, à Lagos, les gens sont très business. Et c'est direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de chichi. Voilà, quoi. Donc, l'approche, donc, je dirais que moi, personnellement, à titre personnel, chez les anglo-saxons, j'ai vraiment pas de problème. Bien que je maîtrise plus l'Afrique francophone que l'Afrique anglophone, mais au Ghana, au Nigeria, je suis allé une fois au Nigeria, mais au Ghana, j'allais assez régulièrement à l'époque. Au Kenya, je passais par le Kenya pour aller aux Comores. J'ai jamais eu de problème. L'Afrique du Sud, je connais très bien l'Afrique du Sud parce que feu mon père a été le premier ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud avec Nelson Mandela. D'accord. Donc, dans les années 90, donc il est resté là-bas presque 5 ans, donc je connais parfaitement l'Afrique du Sud. Donc, j'ai jamais eu de problème. Puis BNP Paribas avait des bureaux en Afrique du Sud. Et donc, moi, j'allais assez régulièrement. Là-bas également, j'ai pas eu de problème parce qu'en fait, c'est une approche qui est une approche directe anglo-saxonne. Et je pense que mon background des États-Unis m'a beaucoup aidé. Voilà. Et ça, donc, c'est la différence entre la zone anglophone et la zone dite francophone. Maintenant, même dans les zones francophones, à l'intérieur même, toi, tu vois pas de différence en matière de business pur? En matière de business pur, je dirais que les Maliens sont très, très, très bons en business. Ok. C'est ce que tu me disais juste avant. Voilà, les Maliens sont très bons en business, des hommes d'affaires hors pair. Ok. Donc ça, voilà. Et quelle est leur qualité? Parce que quand tu dis à quelqu'un un homme d'affaires hors pair, on a du mal à comprendre qu'est-ce qui est bon, quelle est la qualité. Non, mais ce qui fait la différence, en fait, avec ces gens, c'est le rapport humain. C'est-à-dire qu'en fait, tout de suite, à partir du moment où vous leur montrez un certain respect, ils vous adoptent tout de suite. Ok. En fait, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire qu'avec ces personnes-là, c'est le rapport humain qui fera le reste. C'est-à-dire que si vous savez comment les prendre et que vous avez un super rapport humain, ils vont vous ouvrir les portes. Et puis, à partir de là, vous allez créer une relation de confiance. Ok. Voilà. Maintenant, il faut pas trahir leur confiance. Parce que si vous trahissez leur confiance, là, c'est terminé. Ok. Voilà. Donc, c'est vraiment le rapport humain. Et puis, bon, moi, j'ai une curiosité intellectuelle. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi, on était passionné par l'Empire du Mali, entre Sundiata Keïta, Soumangoro Kanté, en fait, tous ces genres de trucs-là. Donc, moi, quand je vais dans ces pays-là, j'ai la curiosité intellectuelle voilà, je veux dire, quand je suis par exemple, quand je suis allé en mission, ma première fois au Mali, j'ai dit, bon, moi, il faut que j'aille à Kati. Donc, bon, parce que dans les montagnes, là-bas, les gens disaient que, selon la légende, c'est là-bas que Soumangoro, bon, on dit Soumangoro, il y en a qui disent Soumangoro Kanté, qui avait été défait par Sundiata Keïta. Voilà, qu'il a disparu là-bas dans les trucs. Donc, moi, je suis passionné d'histoire africaine. Donc, en fait, quand j'arrive dans ces pays-là, donc, quand je vais poser des questions, les gens sont contents. Ils vont me dire, ah, mais vraiment, quelqu'un qui connaît. Et puis, on va commencer à échanger. T'as de l'intérêt pour eux. Ok. Voilà, donc c'est important. Et donc, c'est pour ça que la culture, elle est importante. C'est-à-dire qu'on peut pas aller dans un pays et ne pas comprendre les codes de ce pays, voilà, il y a des gens qui vont dans tel ou tel pays, ils s'en foutent. Je veux dire, moi, je suis jamais mis mes pieds en Centrafrique, mais j'ai plein d'amis centrafricains, donc je connais l'histoire de la Centrafrique depuis les Barthélemy Bokanda, tout ce genre de trucs-là. Donc, demain, quand je vais partir à Bangui pour la première fois, je vais poser des questions aux gens parce que je suis curieux. Je vais leur dire, ah, mais tiens, il y a tel ou tel truc. Et les gens, ça leur fait plaisir. De partager parce qu'ils se disent, ah, mais vraiment un étranger qui arrive, il s'intéresse à notre culture, et puis ils vont vous ouvrir les portes.
Donc, en fait, en Afrique, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous vous intéressez à la culture des autres, ils vous ouvrent les portes. Mais si vous venez là et puis que vous restez dans votre coin, vous jouez les gonflés, bon, il n'aura pas le choix parce que s'il vous voit comme une autorité, mais dès que vous allez tourner le dos, il va vous maudire, il va dire, regardez-moi ça, ces types, se prend pour qui? Ouais. Donc, ça t'empêchera de faire du business au final. Donc, au Mali, moi, j'ai eu vraiment des très bons rapports avec l'ensemble de l'establishment. On avait investi dans des sociétés à l'époque. C'était des commerçants maliens de renom à Bamako qui étaient parmi les actionnaires, des gens qui n'étaient pas là à l'école, mais qui étaient multimilliardaires. C'est ça. On a eu des très bons rapports. Même, c'est-à-dire que c'était moi leur interlocuteur, parce que quand même mes autres collègues de BNP Paribas venaient, bon, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Au Burkina, c'était la même chose. Parce que je m'intéresse à leur culture. Parce que je m'intéresse à leur histoire. Ok. Et l'être humain, en fait, il est pas compliqué. C'est vrai, au final. Il n'est pas compliqué au final. C'est-à-dire que les gens pensent que non, il n'est pas, surtout l'Africain, c'est pas quelqu'un de compliqué. Mais faut pas se montrer arrogant, quoi. Faut être ouvert, même quand vous allez dans les villages, là, partout en Afrique, les gens sont gentils. Ouais. Et à partir du moment où vous respectez les gens, mais c'est eux-mêmes qui vont venir vous défendre. C'est-à-dire que si demain, par exemple, il y a quelqu'un qui est autour de vous, qui est un fumiste, qui est votre ennemi, c'est eux-mêmes qui vont venir dire, ah, méfiez-vous de tel ou tel, il n'est pas bon. Moi, j'ai eu plein de trucs comme ça dans ma carrière. Parce que j'ai été correct avec des gens, entre guillemets, ce que les gens appellent les petites gens. Mais c'est ces personnes-là qui venaient m'avertir en me disant, ah, mais la personne avec qui tu es là, faut te méfier. C'est ce qui est dit de toi derrière tel ou tel truc. Donc, dans la vie, il faut pas de méchanceté gratuite. Mais tout à l'heure, je te posais la question du réseau, mais pour moi, ça, c'est un élément qui est fondamental. Là, tu viens de donner 2 éléments. Déjà, de négliger personne, tu vois, même les petites gens. Moi, je dis toujours, je connaissais un avocat, il draguait toujours les secrétaires, toujours les greffiers, les trucs, parce qu'il savait que c'est elles qui vont, le jour où ton dossier, il bloque, là, c'est elles qui vont débloquer, c'est elles qui vont te donner des idées. Et s'intéresser aux gens, vraiment. Mais parce qu'en fait, bon, je vais dire, le métier qu'on fait, c'est un métier qu'on fait pour les gens. C'est comme un homme politique. Un homme politique, il est là pour les gens. Il est là pour le peuple. Il peut pas être dans son bureau et jouer les gonflés. Donc c'est exactement la même chose, la nature humaine. Le respect, ça s'achète pas. Je veux dire, respecter un individu, ça c'est pas signe de faiblesse, mais simplement avoir du respect vis-à-vis d'autrui. Mais vous allez voir comment tu vas voir comment ça va t'ouvrir les portes, toi-même tu seras surpris. Moi, je ne peux pas expliquer autrement que par l'éducation que j'ai eue et parce que je suis comme ça moi-même. Parce que bon, tu peux avoir une éducation, mais après, il faut que fondamentalement, ça vienne de toi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, moi, je m'intéresse aux gens. J'adore la culture d'autrui. Donc, quelqu'un qui est différent, pour moi, je trouve que c'est une source de richesse. Je suis curieux. Je vais aller poser des questions pour savoir votre histoire. Et puis, bon, je me renseigne aussi. Bon, comme je dis, moi, je suis passionné d'Afrique, passionné de culture africaine. J'ai jamais mis mes pieds au Zimbabwe, mais j'ai appris toute l'histoire du Zimbabwe, les fameuses ruines de Zimbabwe et autres. Donc, demain, j'arrive là-bas, je vais poser des questions aux gens. Ok. Et bon, les gens seront surpris. Ils vont dire, Tani, il voit rien qui vient, qui connaît le Zimbabwe. Bon, et puis, bon, hop, ils vont être étonnés. Puis ils vont jusqu'à aujourd'hui, tu continues de te renseigner et tout? Toujours. Ok. D'accord. Non, mais parce qu'en fait, non, mais là, en plus, aujourd'hui, c'est extraordinaire avec les réseaux sociaux. Oui, avec tout. T'as accès à encore plus d'informations. Plus d'informations. Non, on a une histoire qui est extraordinaire en Afrique. Je veux dire, c'est un continent qui est extraordinaire. Ce que je remarque maintenant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains, en fait, qui maintenant s'approprient leur histoire, qui sont fiers. Tout à fait. Parce qu'on nous a fait comprendre que bon, c'était pas une histoire, il fallait mettre ça, oui, bon, on nous dit oui, les civilisations primitives, les religions. Vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. La religion, c'est n'importe quoi. Comment j'ai grandi, mais le vaudou, ils avaient dit que le vaudou, c'est un truc démoniaque, en fait. Donc, nous, on regardait, quand on voit les films avec les poupées, on pensait que ça, c'était le vaudou. Alors que c'est faux. Tout à fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les gens se rendent compte que bon, l'Afrique a une très belle histoire. Il y a des choses, il faut être fier de cette histoire. Tout à fait. Voilà. Là, je vois, là, je pense que là, c'est la fin, là, des Vodun Day au Bénin. Voilà, tout à fait. Et c'est devenu une célébration. Les gens viennent de l'étranger pour voir. Mais le Bénin a réussi, véritablement en Afrique francophone. À se positionner à l'international hors zone francophone. Notamment vis-à-vis des anglo-saxons. Par exemple, au Ghana, c'est extraordinaire. Notamment ce qu'ils avaient mis en place là de Return. Voilà, des trucs comme ça. Bon, voilà. Et
Le Bénin. Le Bénin a réussi. Tout à fait. Voilà, il a réussi en tout cas à se positionner où aujourd'hui on regarde le Bénin différemment. Tout à fait. Et c'est une histoire de 10 ans. Hein. C'est extraordinaire. Il y a 10 ans, c'était pas pareil. Aujourd'hui, moi, j'ai connu Cotonou il y a très longtemps. C'est vrai que je suis pas parti à Cotonou depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Mais je veux dire, la façon dont ils arrivent à commercialiser l'image du pays, quand je vois des trucs, je me dis, ah non, mais moi, il faut que j'aille un week-end à Cotonou. Clairement. Et je pense que quand on commence à réfléchir comme ça, c'est qu'ils ont réussi. C'est-à-dire de se lever et de dire, oui, moi, je vais passer un week-end à Cotonou, comme on dit, ouais, j'allais passer un week-end à Capri, oui, passer je sais pas quoi. Ça veut dire que c'est, voilà. Tout à fait. Et je pense qu'en fait, il faut que de plus en plus en Afrique, la plupart des pays, en fait, fassent en sorte qu'effectivement, même quand le gars, il est à Paris, il a les moyens, ils se disent, moi, je vais avoir un week-end à Dakar. Moi, je vais avoir un week-end à Abidjan. Parce que moi, je suis ici à Paris, là. Mais je vais avoir un week-end à New York. Je dépasse le continent pour aller en week-end à New York. Pourquoi je vais pas en week-end à Bangui? Pourquoi je vais pas en week-end à Kinshasa? Non, c'est clair. Des Américains ont été très forts sur ça, sur le national branding, avec le cinéma, tout. Et les réseaux sociaux, c'est la porte ou c'est la possibilité pour l'Afrique de faire la même chose. Bien sûr. Et je pense qu'il y a des pays qui se sont saisis. Le Bénin d'abord. Je sais pas si tu vois la Guinée. En ce moment-là, ils sont en train de faire un travail aussi avec le nouveau, la Doumbouya, pour faire en sorte qu'il fait venir des Américains, il fait venir des influenceurs, tout ça pour que les gens découvrent la Guinée et aient envie d'aller et d'investir aussi en Guinée, pas juste de voyager. Mais c'est très simple. Le potentiel hydroélectrique de la Guinée, s'il est exploité, il permet d'électrifier l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Ah ouais? Oui. Ok. Je savais pour le Congo, mais je savais pas pour la Guinée. La Guinée, c'est un pays qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, la Côte d'Ivoire a réussi à se développer parce que Sékou Touré a dit non à De Gaulle en 1958. Et donc, voilà. Mais sinon, à l'origine des Français, ils étaient tous là-bas à Conakry, parce que ce pays est riche. Même les plans de DVA, Café et compagnie, c'était les ingénieurs agronomes français ont commencé à le développer à partir de la Guinée. Et donc après, quand il y a eu le fameux référendum et que Sékou Touré a dit non, les Français ont plié bagages, ils ont détruit tous les ponts, désossé toutes les usines, et puis bon, Houphouët-Boigny, malin comme il était, avec tout le respect que j'ai pour lui, a dit bon, venez chez moi. Et donc voilà, donc mais sinon la Guinée, c'est un pays extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez déjà une diversité de paysages incroyables, et en termes de ressources, de riches, de potentiel. Et ils sont qu'à peine, de mémoire, la Guinée doivent être combien? 8 millions ou 9 millions? Ouais, ils sont moins de 10 millions. Voilà, donc il y a un potentiel. Et aujourd'hui, c'est que le bauxite, mais ce que tu dis, c'est qu'il y a d'autres choses, quoi. Bien sûr, il y a la Guinée forestière, dans la partie sud du pays. Ils ont la partie du Fouta Djallon, où c'est montagneux. Il y a tout. Il y a tout dans ce pays. C'est-à-dire qu'en fait, si le gouvernement actuel met en place une vraie politique, avec une planification claire, je veux dire, rien qu'au niveau des ressources, voilà. Et la différence qu'ils ont avec le Congo, c'est que le Congo, c'est vrai que c'est extraordinaire, mais c'est moins petit. C'est plus petit, donc c'est plus facile à gérer. Oui. Le Congo, c'est un pays-continent. Donc, je veux dire, les problématiques au Katanga, ex-Katanga, sont pas les mêmes que dans la région de Kinshasa, et du côté même de la partie avec où ils ont le fameux port, là. Matadi. Bon, c'est voilà. Donc c'est compliqué à gérer des pays comme ça, parce que c'est grand. Voilà. Donc il faut des institutions fortes, il faut un système fédéraliste, à mon avis, et puis bon, une bonne répartition des richesses pour que personne ne se sente lésé. Mais par contre, la Guinée, c'est voilà. À une échelle plus petite. Une échelle plus petite. Ok. Donc, mais c'est vraiment un pays qui, moi, me tient énormément à cœur. Et les gens sont extraordinaires, parce qu'il y a eu ce mythe-là, c'est-à-dire que nous, quand on a grandi, c'est Sékou Touré qui a dit non. Oui, de la fierté. Voilà. Après, il y a eu les dérives qu'on connaît. Est-ce que je vais dire, donc nous, on se disait, ah ouais, non, vraiment, lui, voilà, ça c'est un vrai gars, c'est un garçon. On parlait comme les Ivoiriens. et voilà, donc bon. Donc c'est vrai que et puis bon, les Guinéens quand même se sont créés leur propre identité, puisqu'à l'époque ils étaient sortis, donc ils sont sortis de la zone, tout, bon, ils avaient leur monnaie, ils avaient tout.
Donc, nous, on voyait ça un peu à l'image un peu de quand Feu Thomas Sankara arrivait, à l'époque, Jerry Rollins. Bon, oui, ça, c'était, au Ghana aussi, oui. comment dire, en anglais, c'était des New Kids on the Block. Donc, nous, les jeunes, là, quand on les voyait, on se disait, waouh, non, ça, c'est nos gars, on va être comme eux. Ok. Voilà. Donc, comme voilà. les non-alignés aujourd'hui. Les non-alignés, quoi. On les voit, ok. Et tu as quand même toute une expertise sur la création de richesse, la gestion de la richesse. On a eu une petite discussion un peu en amont du podcast là, qui m'intéresse. Tu as beaucoup dit que vous, aujourd'hui, vous, les gestionnaires de patrimoine, vous ne créez pas l'argent, vous aidez à la pérenniser. Est-ce que tu peux développer ça, s'il te plaît? Non, mais oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je rencontre un client, je lui dis, écoute, moi, je suis pas là. Si je te dis que oui, je vais te faire gagner plus d'argent que ce que tu ne gagnes, je suis un menteur. Parce que c'est faux. Je veux dire, moi, je rencontre des gens qui ont des retours sur investissement avec leur business 25-30%. Je peux te proposer ça. Par contre, ce que moi, je peux t'apporter, c'est une assurance. Parce que si demain, il t'arrive quelque chose, tu auras quelque chose pour ta famille qui va rester ou tel truc, et sur des placements qui sont des placements sûrs, pour lesquels ton risque de perte est vraiment minime. Parce qu'il n'y a aucune garantie à 100%. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'on a dit ça, on va travailler ensemble sur un plan qu'on va mettre en œuvre de manière conjointe, où moi je vais le superviser. Donc en fait, c'est exactement ça. Et en fonction de son profil de risque, parce que pour la plupart, en fait, ils me disent « Ah non, mais moi, je veux pas placer sur des produits, parce que moi, quand je regarde la télé, vos histoires de Wall Street, là, ça monte, ça baisse, tout ça. » Donc à partir de là, on va lui proposer une allocation qui va être en adéquation, donc ciblée par rapport, lui, à ses attentes. S'il a un profil qui a un profil prudent, on va lui proposer quelque chose en conséquence. Si c'est pas bon, après, il y a des gens, ça, généralement, c'est les plus jeunes. Ils vont dire, ah, non, moi, je suis prêt à prendre du risque, donc moi, je veux du dynamique, moi, je veux de la crypto, je veux tel ou tel truc. Bon, alors, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est pas ça qui va leur faire gagner plus d'argent que ce qu'ils gagnent par rapport à leur structure. Ce que nous, on apporte, c'est quoi? C'est que vous avez des gens qui gagnent énormément d'argent, mais qui réinvestissent tout dans leur business. Et qui n'ont rien en épargne. Donc, ce qui veut dire que s'il arrive un truc à leur business, ils n'ont plus rien. En fait, c'est bien, mais c'est risqué. C'est risqué. Bon, après, maintenant, on leur dit aussi également diversifier, parce qu'on ne sait jamais. Parce que, bon, je veux dire, tu vas aller mettre tous tes œufs dans un pays, demain, tu as des problèmes, ton argent est bloqué là-bas, tu fais comment? Donc, diversifie. Si tu veux pas aller à l'international, dans la zone UEMOA, là, ils sont 8 pays. Donc, tu peux placer un truc au Togo, tu peux placer un truc dans les différents pays, surtout qu'il y a des super bonnes opportunités. Donc, voilà, donc en fait, c'est un peu ça, nous, la valeur ajoutée qu'on va apporter aux clients pour sécuriser son patrimoine, surtout la partie privée. Maintenant, sur la partie professionnelle, on peut revoir l'organisation. Donc, la structure commerciale qu'il a mis en place ou la structure juridique. Si c'est une SARL, on dit, bon, il faut que tu passes en SA, c'est mieux, voilà, bon, ce genre de truc. Ou bien est-ce qu'il ne faut pas créer une holding de participation pour récupérer, voilà. Voilà, ça, c'est sur la partie professionnelle. Après, également, on peut l'accompagner également dans ses objectifs de levée de fonds, de recherche de partenaires financiers. S'il veut ouvrir son capital de nouveaux investisseurs, notamment identifier des fonds d'investissement qui sont prêts à prendre une participation, voilà. Mais vous allez jusque-là? Voilà. Mais sur la partie privée, patrimoine privé, là, il faut sécuriser, en fait, les revenus qu'il génère de son activité professionnelle. Là, on sécurise ça pour qu'il ait quelque chose. Parce que c'est dommage de travailler sur toute sa vie, d'avoir un business qui génère du cash et demain, il y a un problème, tu as tout perdu. C'est vrai. Mais donc, ce que je dirais, c'est que toi, ton travail, le gestionnaire de patrimoine ne rend pas riche. C'est ça, au final. Mais parce que les gens sont déjà riches. Donc, le gestionnaire de patrimoine, en fait, il va gérer l'existant et l'améliorer. Mais il faut partir d'une base. Notamment pour des gens qui ont déjà un patrimoine. Maintenant, celui qui n'a pas de patrimoine, il va être dans une logique de constitution de patrimoine. Donc, en fait, on va générer son épargne pour généralement la retraite. Mais l'épargne qui va faire fructifier, c'est un pourcentage de ses revenus actuels. C'est-à-dire que si le type a 100, c'est 20 qu'on va placer. Et tout est question de son niveau de risque.
Si c'est quelqu'un qui dit, moi, je prends un risque fou, mais ces 20 là, ça peut être peut-être 10 fois ceux qui touchent. Mais bon, s'il a placé sur du Nvidia il y a 5-6 ans, qui aujourd'hui, quand on voit le retour, c'est à plus de 1000%, 1000%. Là, il n'y a pas de problème. S'il avait mis 100 000, bon, c'est clair que l'argent qu'il va avoir, mais voilà. Mais ça, c'est pas le... Tu lui promets pas ça. Mais non, voilà. non. Si ça arrive, c'est bien, mais c'est pas ce que tu On promets. peut pas lui promettre ça. Mais en fait, comme je dis, c'est-à-dire que tout dépend de son niveau de risque. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui dit, moi, je veux prendre un risque, donc je suis dans un profil hyper dynamique, agressif. Là, il n'y a pas de problème, on te place sur tout ce que tu veux, ça a tes risques et périls. C'est-à-dire que ça monte, voilà. On va s'assurer de sélectionner quand même des bonnes valeurs. On va pas faire je veux dire, c'est pas le casino, quoi. Mais on peut pas te garantir que, voilà. Mais une chose est sûre, c'est que si on sélectionne des bonnes valeurs qui ont des fondamentaux solides, avec une vision à long terme, c'est clair que le marché a prouvé tu vas gagner de l'argent. Sur le long terme. Tu peux avoir des oscillations ponctuelles. Mais sur le long terme, tu es dans une tendance, voilà. Et ça, c'est notre travail d'identifier ça, d'identifier ces tendances, de sélectionner des valeurs qui sont des valeurs avec des fondamentaux solides, d'identifier quelles sont les tendances au niveau également du secteur dans lequel on est. Voilà, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'IA, on sait qu'au moins pour les 25 prochaines années, 30 prochaines années, c'est un secteur qui va aller, voilà. Donc, à partir de là, on sait que, c'est-à-dire que quand tu es dans une phase de révolution technologique par rapport à un nouveau produit, et que tu as énormément de visibilité, il s'agit maintenant, en fait, de faire en sorte que cette visibilité-là, dans ce secteur, soit en adéquation avec, en fait, l'horizon d'investissement de la personne en question. Et tu maximises tes chances de gain. Surtout en sélectionnant des valeurs qui génèrent déjà de l'argent. Là, maintenant, après, il peut y avoir des corrections au niveau du marché, mais des corrections, elles sont saines. Ça correspond à des points d'entrée dans lesquels toi, tu peux augmenter ta mise moins cher sur des valeurs de qualité. Parce qu'une correction, c'est quoi? Une correction, c'est des gens qui ont suffisamment de profit et puis à un moment, ils disent, bon, vraiment, le marché, là, je sens pas trop, je vends. Voilà. Mais c'est des gens qui perdent pas de l'argent. Pour la plupart. C'est simplement ceux qui se positionnent au mauvais moment qui vont perdre de l'argent. Mais là, toutes les corrections là qu'on observait, c'était des grands investisseurs qui avaient décidé de prendre une partie de leurs bénéfices. Et donc, ça tire le marché à la baisse. Et toi, tu sais, en tant que conseiller, à quelle période les corrections arrivent à peu près ou... On peut jamais prédire une correction. Mais simplement, ce qu'il faut faire, si c'est une valeur dont les fondamentaux sont solides, et dont les perspectives de croissance dans le secteur sont fortes, il faut se positionner, il faut se renforcer sur cette valeur. C'est ce qu'ils appellent en fait buy the dip en anglais. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait on achète à la chute, voilà, au plus bas, quoi. D'accord. Mais généralement c'est sur des valeurs de bonne qualité. Donc tu sais qu'elles vont remonter. Mais qui ont décroché. Parce que les fondamentaux sont solides. Comme le Bitcoin aujourd'hui? Non, le Bitcoin, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que pour moi, le Bitcoin, j'arrive pas véritablement à... Je me suis auto-formé, documenté, mais j'ai un problème par rapport à ça parce qu'en fait, ça ne repose pas sur une valeur intrinsèque. Donc, il est très difficile pour moi de dire achète du Bitcoin autre que dans un investissement purement spéculatif. Ce qui veut dire que dans un portefeuille, tu as toujours un pourcentage que tu peux dédier à la spéculation. C'est-à-dire que même si tu te casses la figure, tu vas pas perdre d'argent. Ça va pas déstabiliser la performance globale de ton portefeuille. Voilà. Donc, généralement, c'est un petit pourcentage. Donc, moi, généralement, je suis pas à l'aise à conseiller le Bitcoin parce que j'aime conseiller des choses qui reposent sur quelque chose. Si demain, par exemple, je te dis d'acheter du Microsoft, que ça se casse la figure, tu pourras pas me dire que je t'ai induit en erreur parce que quand tu vas voir les résultats financiers de Microsoft, je vais dire, mais écoute, Microsoft, c'est une structure qui gagne de l'argent. Maintenant, moi, je contrôle pas la psychologie des acteurs du marché qui peuvent décider pour des raisons qui leur sont propres de faire en sorte que le cours continue à chuter alors que la société gagne de l'argent. Mais si la société perd de l'argent, là, j'ai pas d'argument. Et ou si je suis incapable d'expliquer le pourquoi, le comment, comme avec le Bitcoin, voilà. Donc, quelqu'un qui me dit qu'il veut faire du Bitcoin, je lui dis, mais si tu es dans une logique purement spéculative, je te propose d'allouer peut-être un petit pourcentage de portefeuille, 2 ou 3%. Comme ça, si ça se casse la figure, ça va pas déstabiliser la performance globale de ton portefeuille. Mais si tu gagnes l'argent, ça va créer ce petit alpha là. Donc, genre, par exemple, si tu avais du 15, peut-être tu vas te retrouver avec du 16 ou du 17. Donc, voilà.
Mais pourtant, le fait que le Bitcoin, depuis toutes ces années, parce que maintenant ça commence à faire un peu d'années, toutes ces années a toujours été en croissance exponentielle, pour toi, c'est pas suffisant. Mais non, tout dépend du point d'entrée. Parce que quelqu'un qui a acheté son Bitcoin à fin décembre, ouais. Aujourd'hui, tu vas lui dire, je suis en croissance exponentielle. Lui, il est fâché. Voilà. Quelqu'un qui a acheté le truc au début, mais il faut pouvoir tenir jusqu'au début. Il faut avoir la surface financière de dire, bon, moi, j'ai acheté mon Bitcoin il y a 20 ans et puis je vais pas récupérer ma mise, quoi. C'est pas tout le monde qui a cette surface financière. Ouais. Je veux dire, c'est pas le citoyen lambda. Tout à fait. Quelqu'un qui a mis 5 000 dans son Bitcoin, il va pas dire, moi, je vais attendre 20 ans avant de récupérer. Mais par contre, quelqu'un qui met 100 000 $, mais qui a une fortune de 5 ou 10 millions, il s'en fout. Oui. Voilà. Donc, en fait, tout est question de point d'entrée. C'est vrai qu'à posteriori, c'est très facile parce que tu vois le truc, mais au moment où tu vis la chose, c'est pas simple parce qu'en fait, tu peux pas prédire l'évolution des cours. Tout à fait. C'est pour ça que généralement, les gens disent que la bourse, en fait, c'est un bon investissement, mais il faut avoir une visibilité quand même longue. Quelqu'un qui vient pour faire des coups, là, ça, c'est que dans les films. Sauf si c'est quelqu'un qui a de la chance. C'est-à-dire tu peux avoir un gars qui a vraiment une chance de folie, et puis à chaque fois qu'il rentre, il gagne de l'argent, et après il va dire que oui, c'est un spécialiste. Non, c'est pas un spécialiste, c'est qu'en fait, il s'est positionné par chance. Je donne un exemple. Par exemple, on est dans une tendance haussière. C'est-à-dire que, imagine, par exemple, pendant la semaine, telle ou telle valeur, Nvidia, par exemple, augmente du 15%. Si moi, je me positionne le lundi, je mets 20 000 $ le lundi, et que je vends le vendredi, sachant que je suis dans une position haussière. Et après, je dis non, je suis trop fort. Mais non. Comme on dit en anglais, en fait, I ride the waves. Parce que ça montait, mais ça aurait très bien pu se casser la figure jeudi. Tout à fait. Et moi, j'ai attendu vendredi, j'ai vendu. Donc, c'est un coup de chance. Ouais. Voilà. Et il y a plein de gars comme ça qui, après, demain, disent que oui, c'est des spécialistes, mais après, quand ils perdent... Il y a eu des gars comme ça à Wall Street qui se sont fait plein d'argent, mais aujourd'hui, ça va pas pour eux. Les gens leur jettent le propre... Ben, ils ont fait de la publicité, là, voilà. Les gens les ont passés. C'était pas leur décision qui avait permis au portefeuille de grossir. C'était juste la tendance. La tendance, quoi. La tendance. Ouais. Donc, le point d'entrée, c'est important. C'est pour ça... C'est difficile, en fait, de ce qu'on appelle le market timing. Time the market, c'est très difficile. C'est très difficile. Okay. Donc, généralement, moi, je dis aux clients, quel est ton horizon d'investissement? On choisit les bonnes valeurs, et puis sur cette base-là, voilà. Et puis après, il faut se fixer des objectifs. C'est-à-dire que quand tu gères un portefeuille d'allocation, il faut savoir ce qui est acceptable. C'est-à-dire que si ton action, si par exemple, tu fixes, OK, avoir une hausse de 50%, je vends, même si c'est une bonne valeur, il faut s'en tenir, il faut créer la discipline. Faut pas que la cupidité, en fait, te fasse sortir de ton plan. Et c'est ça qui tue les gens. Donc, du coup, tu as ton portefeuille. L'objectif de gain, c'est quoi? C'est plus 50%. Quand il a atteint, c'est plus 50%. Tu vends, tu prends ton profit, et après, tu dis pas, non, mais ça monte encore. Donc là, c'est 50. Moi, j'attends quand ça va arriver à 70, je vais vendre. Non. Parce que là, c'est le meilleur moyen pour ça. C'est le meilleur moyen voilà. Je veux dire. Moi, je l'ai vécu. Pourtant, moi, je suis dedans. Moi, à titre personnel, je l'ai vécu, la cupidité. J'avais des placements, j'avais atteint mes objectifs. Au lieu de vendre tout, finalement, boum, ça s'est cassé la figure. Et j'ai dû recommencer à zéro. Tu recommences à zéro. Faut pas, cupidité. Ça, c'est vraiment la maîtrise de soi. Et pourtant, toi, tu pratiques beaucoup d'arts martiaux? J'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux, taekwondo, j'ai fait du kickboxing. Ok. J'ai joué un peu au football américain quand j'étais aux États-Unis. Je fais très sportif. Et ça t'a aidé sur la maîtrise de soi? Les arts martiaux m'ont énormément aidé parce que quand j'étais jeune, j'étais assez nerveux, et après ma mère m'a mis au judo, et le taekwondo m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, ça te permet de te canaliser, et c'est important d'avoir une maîtrise. Ouais. Et après, bon, j'ai eu pas mal de coups durs dans la vie à titre personnel, mais c'est-à-dire qu'en fait, je me suis toujours dit, c'est important en fait de keep your self-control. Parce que je me souviens, j'avais vu une étude aux États-Unis qui s'appelait The Silent Killer. Ok. Et c'était quoi? C'était le stress. Ouais. Donc c'est important. C'est pour ça qu'il faut relativiser les choses dans la vie. Et puis, comme on dit, you gotta keep it cool. Ça, c'est important. Et c'est vrai que les arts martiaux arrivent. Ouais, ça aide. C'est pour ça qu'à l'époque, quand j'étais à l'université à Miami, dans les années 90, à l'époque, la boxe était devenue très célèbre auprès des celebrities. Ok. Parce qu'en fait, c'était le fitness boxing et autres. Donc, parce que les gens permettent d'extérioriser le stress qu'ils ont en manière quotidienne. Et c'est très bon pour la vie, il faut faire sortir. Et les arts martiaux, en fait, ça te permet en fait d'avoir le self-control. Et ça, c'est important. Parce qu'il faut être calme
pour pouvoir avoir les idées claires et prendre des décisions et pouvoir voir les choses. Parce que souvent, par exemple, tu vois, les trucs sont là, les solutions sont là. Mais si tu es anxieux, si tu es stressé, tu vois pas. Et donc, du coup, tu vas faire n'importe quoi. Donc, c'est important, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il faut que ça aille de pair avec les choses. Il faut pouvoir trouver une activité qui te permette, en fait, de maîtriser tes nerfs, de garder ton calme. Déjà, tu améliores ta santé de manière significative. Parce qu'en Occident, en fait, ce qui tue les gens, en fait, c'est le stress. Hein. Tout à fait. Ça peut déboucher sur plein d'autres choses. Là, tu me donnes envie d'aller à la salle, là. Mais c'est vrai, non, dans l'absolu, en fait, je me rends compte que plus tu as d'exigences sur ta réussite, plus tu stresses, tu vois. Plus tu as envie de faire quelque chose de bien, plus tu as envie de faire quelque chose de pro, de carré, plus tu es sujet au stress. Ouais. Et donc, effectivement, c'est là où le sport prend tout son sens. Non, c'est clair. C'est clair. Non, bon, moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je pratique. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai pu gérer ce stress. Des fois, je m'étonne parce qu'en fait, je stresse plus. Je stresse plus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais qu'est-ce qui est important dans la vie pour moi. Donc une fois qu'on a dit ça, le reste, on gère. Donc en fait, il faut déterminer ce qui est véritablement important pour soi. Et une fois que tu as pu déterminer ça, tu gères le stress. Oui, mais si ce qui est important pour toi, par exemple, c'est la réussite de tes enfants, et que ta situation financière peut avoir un impact sur la réussite de tes enfants, ça va te faire stresser. Non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut inculquer en fait à tes enfants, de ne jamais être esclave de l'argent. Parce que souvent, on se met une pression inutile parce qu'on se dit, si moi, j'ai pas d'argent, je pourrais pas envoyer mon enfant à telle ou telle école. Tout à fait. Mais non. Je veux dire, tu fais en fonction de tes moyens. Et il faut pas habituer faut pas habituer à ton enfant à la chose de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne que quand tu as de l'argent, il y a pas de problème. Mais si demain tu as pas d'argent, il faut pas que tu te sentes gêné en disant: «Ah vraiment, toutes les semaines je donne tant d'euros à mon fils là, maintenant je à ma fille, aujourd'hui je peux pas le faire, c'est compliqué». Non, il faut inculquer ça à ses enfants. Moi, quand je suis passé à l'entrepreneuriat, je gagnais très bien ma vie chez BNP Paribas. Quand je suis passé en entrepreneur, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit: «Bah, écoutez», bon, ils étaient déjà relativement grands, mais je leur ai dit, «Vous savez, moi demain je vais être un entrepreneur, je sais ce qui sort, je sais pas ce qui rentre». Donc c'est clair que, je me permettrai plus de faire ce que j'avais l'habitude de faire. Donc il faut que vous en soyez conscients parce qu'en fait, il faut pas que je vous mette à risque. Donc il faut que je fasse attention à mes dépenses, voilà. Ils ont dit: «Oui, non papa, on a compris, il y a pas de problème». Je m'enlève la pression. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire les choses telles quelles. Parce que souvent, en fait, on se met une pression inutile et on pense que oui, non, nos enfants, mais ils sont très intelligents, ils voient les choses. Même souvent, par exemple, tu peux avoir des problèmes financiers, tu caches avec tes enfants, mais tu penses que tes enfants, ils savent pas, ils savent. Mais toi, tu es dans une logique en te disant non, je veux les protéger, tout. Mais ils voient, ils savent. Ils ont, tu vois, l'enfant est très intelligent et il a une capacité d'adaptation. Donc, en fait, si tu lui en parles, c'est comme pour des questions d'argent. Dans les familles qui ont beaucoup d'argent, souvent, ils disent non, mais moi, je peux pas aborder le sujet d'argent avec mes enfants. Non. C'est une erreur que vous faites. Des études ont démontré aux États-Unis que c'est des erreurs. Ok. Oui. Il faut parler des sujets d'argent, notamment dans les familles où les gens ont de l'argent, pour pouvoir préparer déjà les enfants à la chose de l'argent pour éviter qu'ils fassent des bêtises plus tard avec la fortune et qu'ils la dilapident. Parce que en fait, mais bon, je veux dire, ça part d'un bon sentiment, la surprotection. C'est ça. La surprotection, mais les enfants n'ont pas besoin d'être surprotégés. C'est la société moderne, en fait, qui a mis ces histoires de surprotection. Mais à l'époque, à l'ancien temps, les enfants, une fois que, ils sont enfants, ils ont l'âge, boum, on les laisse partir. Ouais. C'est en Occident ou la société occidentale ou voilà. Et puis bon, nous on a pris ça. Non, c'est vrai. Mais sinon, quand tu discutes avec nos parents, la génération de nos parents, eux, qu'on grandit au village, tout ça. Moi, mon père, lui, quand il a grandi, quand il allait à l'école, on l'a envoyé dans une autre ville, en Côte d'Ivoire. Il voyait pas ses parents des fois pendant toute l'année scolaire. Aujourd'hui, tu fais ça. Oh grand Dieu!
Mon pauvre petit, il pourra pas s'en sortir. Mais si, Je il te pourra s'en jure. sortir. Il va s'en sortir. Il pourra Ça s'en va même sortir. le Voilà, former. ça va le former. Ouais, Donc, en ça fait, il faut éviter, en fait, ce genre de stress inutile. Mmh. Et là, vraiment, je te concède, c'est vrai que si tu n'as pas pu gérer cette situation, là, tu vas te créer. Ben oui. Ben oui. Moi, le conseil que je donnais à mes 3 garçons, je leur ai dit, vous savez, mes enfants, ne soyez jamais esclaves de l'argent. L'argent, c'est bien, faut pas jouer, faut pas être là, jouer les fumistes en disant oui, non, d'accord. Mais si demain vous n'avez pas d'argent, vous vous adaptez en conséquence. Mais ne soyez jamais esclave de ce genre de truc, parce que sinon vous allez faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. C'est un vrai sujet. Ouais. Vrai sujet et merci pour le conseil. L'autre question aussi que je me pose, c'est quoi ta routine pour comprendre, pour te tenir au courant et pour faire de la veille sur tous ces sujets-là, tu vois? Bon, déjà, moi, ma routine, en fait, elle est simple. Bon, déjà, le matin, quand je me lève, je vais faire 2 heures de sport. Ça, c'est Ouais, automatique. j'ai senti que tu étais très sport, j'en étais sûr. Non, ça, c'est automatique. En fait, ça, c'est mon drive. 2 heures tous les matins? Tous les matins. Moi, Tous les matins? du lundi au samedi, c'est que dimanche où je suis off. Ok, 2 heures? Toujours. C'est énorme. Donc, et tu fais quoi? je vais à la salle, je fais du fitness, je cours, muscu. Ok. Voilà. Je prends soin de moi. Mais tu commences à quelle heure? Avant, j'allais à 6 heures du matin, mais je me rends compte en fait que quand je vais à 6 heures, c'est bourré. Donc du coup, je pars à 8h30, il y a personne. Ok. Voilà. D'accord. Donc en fait, généralement, mes rendez-vous, je les prends l'après-midi. Donc quand j'ai fini mon sport, quand je reviens, bon, je prends un petit breakfast tranquille, je me truc. Après, je fais revue de presse pendant pratiquement 1h30, 2 heures. Ok. Donc je lis tous les rapports, tous les genres de trucs pour m'imprégner un peu de l'actualité. Et puis Ok. Est-ce que tu as des newsletters particulièrement? Ou tu as des journaux particuliers, les Échos plus? Bon, en fait, je lis un peu de tout, hein, les Échos, pas mal de presse américaine, New York Times, The Economist. Ok. Bon, Jeune Afrique, voilà. Abonné ou tu lis sur Non, je suis Internet abonné. plutôt? Ok. Abonné. Et puis bon, après, j'ai les newsletters je suis abonné à The Economist, je suis abonné aux Échos. Après, tu as les newsletters. Ok. Tu parlais de la routine, donc 2 heures de sport. Voilà. Ensuite, lecture de tous les journaux. Ouais, les journaux. Bon, généralement, en fait, ce que je lis, en fait, c'est The Economist. Ils ont leur newsletter qu'ils m'envoient tous les matins. New York Times, ça j'aime bien. Après ça, bon, je peux lire du Jeune Afrique. De temps en temps, je vais regarder les Échos, certains articles. Le Figaro également, je suis abonné. Soit voilà. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est qu'en fait, pourquoi j'aime bien, en fait, The Economist, c'est que tu as la partie géopolitique. Et également, tu as la partie financière. Voilà. Parce que, bon, le financier pur, moi, je regarde les cours de bourse tous les jours. Le soir, je vais regarder CNBC, la BBC pour tout ce qui est financier à l'heure de New York. Parce qu'en fait, moi, je suis beaucoup le marché américain. Donc, quand je fais ma revue de presse, en fait, c'est bon. Soit j'ai des rapports, par exemple, société de gestion de Rothschild, des compagnies qui m'envoient des trucs, et puis bon, où ils ont leur propre analyse du marché, qui font un peu un tour d'horizon. Je regarde beaucoup New York Times et puis The Economist. Comme ça me permet en fait de voir un peu les grandes lignes, quoi, de savoir par exemple, oui, bon, ok, voilà, qu'est-ce qu'il en est avec le problème en Iran, au Venezuela, tel ou tel truc. Bon, aujourd'hui, la situation au Groenland. Bon, voilà. Et puis, Jeune Afrique, en fait, sur la partie africaine. Donc là, ça me permet également d'avoir un tour d'horizon, voilà. Et donc ça, c'est systématiquement en fait ce que je fais. C'est-à-dire que parce que comme la partie la plus facile de mon travail, en fait, c'est la partie technique. C'est-à-dire techniquement, en fait, je maîtrise ce que je fais, voilà. Là où je vais apporter une vraie valeur ajoutée, c'est si demain il y a un problème au Bangladesh, il faut que je sois au courant pour savoir quel va être l'impact sur les marchés, potentiellement. Voilà. Je veux dire, si tu as un gros problème dans une mine de cobalt dans le sud-est de la RDC, il faut que tu sois au courant de ça, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que, en fait, la géopolitique aujourd'hui est un élément
indispensable, moi, de ce que je fais. Bon, déjà, ça m'intéresse à titre privé, mais dans mon univers, parce que vous avez des clients, par exemple, qui vont vous dire, oui, non, mais bon, voilà, avec tel ou tel problème, là, vraiment, moi, je suis pas à l'aise. Il faut être en mesure de pouvoir leur apporter des réponses. Ça a des répercussions sur l'investissement, et donc forcément, toi, il faut que Bien sûr. Et puis même au niveau psychologique, les gens ont besoin d'être rassurés. Parce que des fois, même si ça n'a aucune répercussion, mais comme les médias en parlent, ils vont vous dire, ils vont généraliser, ils vont vous dire, voilà, donc... et toi, c'est ton travail de pouvoir expliquer ça. Voilà, il faut pouvoir expliquer ça, c'est important. Et on vit dans un monde aujourd'hui qui est relativement ouvert, et il faut être au courant de tout ce qui se passe. C'est ce que je te disais tout à l'heure en disant que quand j'arrive dans tel ou tel pays, et que les gens se rendent compte que je connais leur histoire, que je connais leur culture, ils m'ouvrent les portes. Tout à fait. C'est la même chose que j'essaye de faire à l'international. C'est-à-dire, j'ai été toujours très, très, très curieux. Et donc, j'essaye de m'imprégner, en fait, de tout ce qui se passe à l'international. Et ça me permet moi-même d'orienter même ma façon de voir des choses, ma sélection des valeurs, dans l'organisation même de l'allocation d'actifs. Parce que si on a une bonne connaissance, en fait, des imbrications géopolitiques, ça permet de pouvoir construire un portefeuille de manière très efficace, que ce soit au niveau international ou bien que ce soit au niveau sous-régional, même dans la sous-région, même dans la zone UEMOA. Si on comprend bien les mécanismes en matière de géopolitique, on va pas surréagir. Tu vois? Je veux dire, aujourd'hui, le Mali est dans une situation telle quelle, mais quand sur la base, en fait, des rapports du FMI, l'économie malienne a des taux de croissance à faire pâlir pas mal, qui ferait pâlir pas mal d'autres pays. Donc voilà. Donc si on s'en tient simplement à l'actualité en disant pénurie de carburant, je mets pas un franc au Mali. Si on s'en tient à ce que souvent certaines presses relatent à propos du Burkina Faso en disant 2/3 du territoire aux mains des djihadistes, ce qui est faux, on met pas un franc au Burkina Faso. Alors que c'est des pays où les mines fonctionnent, où quand vous voyez les grands équilibres macroéconomiques, c'est vrai qu'il y a une différence entre la macro et la micro, mais il est bon de connaître un peu tout ça pour éviter de surréagir et de proposer des allocations qui sont des allocations qui reflètent la réalité et non pas qui sont basées sur le sensationnel. Et ça ne peut se faire que à travers une bonne connaissance, en lisant. Voilà. Et j'aime bien confronter des idées. Parce que, par exemple, si vous lisez simplement un journal qui a tendance de droite, c'est une information qui est biaisée. Donc, il est important, en fait, de confronter les bonnes choses. C'est pour ça que de temps en temps, par exemple, je vais regarder des informations sur Russia Today ou sous tel ou tel, voilà. Ou bien quand je regarde, par exemple, les news, je vais regarder CNN, CNBC, je vais regarder Al Jazeera, je vais regarder du Russia Today. Voilà. De manière diverse pour avoir, moi, ma propre idée sur la situation réelle de telle ou telle chose. Ça, parce que tout est biaisé. Toute l'information est biaisée, et donc tu as besoin d'avoir une vision à 360 c'est important, quoi. Et puis après, par exemple, vous allez avoir certains qui vont, par exemple, assister plus sur tel ou tel côté. Par exemple, il y a une différence quand vous regardez du France 24 ou certaines chaînes francophones, elles vont insister plus sur le négatif de l'Afrique. Quand vous allez regarder du BBC Africa Report ou bien du CNN Inside Africa, ils vont parler plus, en fait, des success stories africaines, notamment au niveau de l'entrepreneuriat et autres. Voilà. Donc ça permet de pouvoir relativiser les choses. Et c'est important, quoi. Parce que il faut avoir plusieurs sons de cloche, il faut se faire sa propre idée. Enfin, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, quoi. Tout à fait. Là, j'avais lu même je sais plus dans quel livre, Yasmina Kadra, je crois, je sais plus, ou Amin Malouf, un auteur qui s'appelle Amin Malouf. Ouais, c'est ça, dont le père était journaliste, je crois, et il expliquait que son père, le matin, il disait la presse, mais la presse de tous bords. Parce qu'il disait que c'est ça qui lui permettait d'avoir une vision à 360, une vision complète de l'actualité. Et peut-être qu'aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on fait moins. Parce qu'en fait, quand tu vas sur les réseaux sociaux te créent une bulle qui est constituée de des choses que tu es censé aimer. Et donc, ça fait que les contenus que tu vas recevoir sont orientés sur ce que tu es censé aimer. Ça fait que tu vas pas avoir une vision à 360 sur l'actualité. En fait, le problème, c'est que, bon, c'est ce que j'ai remarqué, hein. C'est un constat, c'est pas un jugement. C'est que de manière générale, les personnes ne sont pas curieuses. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle
les chats GPT l'IA. Oui. Il peut te faire une synthèse. Il peut te sortir une synthèse de l'actualité. Donc, ce qui veut dire, en une page, tu as une synthèse. À partir de là, voilà. Et et puis bon, tu fixes le cahier des charges. Ouais. Et il te sort ta synthèse. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, souvent, il y a des personnes qui me posent des questions. Des fois, je me dis, mais attends, tu tapes dans Google ton info. Mais les gens, en fait, ne sont pas curieux. Tout est mâché. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas cette curiosité-là qui... Mais bon, je leur jette pas la pierre. C'est-à-dire que bon, moi, de formation, je suis un analyste financier. Donc, en fait, les détails, la recherche, tout ce genre, la curiosité. En plus, bon, les chiens font pas les chiens. C'est-à-dire, mon père était un grand intellectuel en Côte d'Ivoire. Je me souviens quand on était jeune, il disait, ouais, moi, à votre âge, moi, je lisais 3 livres, tout. Bon, nous, à l'époque, on disait, ouais. Et puis finalement, aujourd'hui, tu comprends. Voilà, je comprends. Et puis après, moi-même, j'ai eu une passion pour les livres, quoi, pour lire, pour acheter des trucs, voilà, quoi. Donc, je trouve que c'est ça qui me passionne. Comme je dis, donc avant, moi, de faire quoi que ce soit, je vais faire une revue de presse. Ouais, c'est intéressant. Et après, une fois que je fais ma revue de presse, bon, je sais pertinemment, parce que je suis très organisé, je suis très cadré. Voilà, donc je fais ma revue de presse, je sais effectivement, par exemple, quand je vais discuter avec un client, tout de suite, je vais analyser sa problématique. Je sais exactement comment je vais structurer tout ça. Voilà, quoi. Donc, dès le départ, c'est à partir du moment où je sais, je peux cadrer. Comme je dis, après ça, bon, je peux aller jouer au golf, toi, je peux faire n'importe quoi, mais le plan, il est clair. Ouais. Après, maintenant, il faut que, voilà. Après, maintenant, je peux m'asseoir et puis maintenant commencer à travailler là-dessus. Mais avant de faire quoi que ce soit, c'est important. Et parce que moi, je suis une personne, en fait, qui se nourrit par inspiration. Ok. Je vais pas forcer quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, si, par exemple, par rapport à une problématique précise, j'ai pas d'inspiration, je vais pas m'asseoir et puis me torturer les ménages parce que ça sert à rien. Tu vas chercher l'inspiration avant. C'est l'inspiration qui va me permettre d'aller. Par contre, avec l'inspiration, une journée, je termine ton projet. Je suis un peu comme ça aussi. Voilà. Mais par contre, si j'ai pas l'inspiration, ça sert à rien. Je me souviens quelquefois, les gens me disaient, oui, mais qu'est-ce que t'inquiète pas, j'ai pas l'inspiration. Ça vient 3 jours après, je travaille toute la nuit et le lendemain, je terminais. Ouais, je vois très bien. J'ai beaucoup ça. Donc, pour nourrir cette inspiration, donc j'ai besoin effectivement de voir un peu ce qui se passe autour de moi. Voilà. Et puis bon, j'ai l'avantage aussi de faire ce que j'aime, ce qui fait qu'en fait, je ne vois pas ça comme une labeur. Ouais. Parce que quand je me réveille tous les matins pour aller faire du sport, par exemple, souvent j'ai mes amis qui disent comment il fait, je viens m'entraîner avec toi. Je dis non. Pourquoi? Je dis non parce qu'en fait, il faut que tu sois passionné. Parce que sinon, si ça devient en fait un labeur, après tu vas me venir tu vas me faire perdre mon temps et puis dans 3-4 jours, tu vas abandonner. Donc fonctionne à ton rythme. Ne fais pas en sorte en fait que ça devienne après une contrainte en fait. Tout à fait. Voilà. Parce que toute chose qui devient une contrainte ne dure pas. Ça va durer le temps que tu t'es fixé nécessaire. Parce que, entre guillemets, peut-être tu peux être dans une situation où tu n'as pas le choix. Mais dès que tu as le choix, tu fais plus. Ouais. Et je veux dire, et le sport, en fait, c'est ta santé. On ne dit pas de faire 2 heures de sport comme moi je fais parce que bon, voilà. Parce que je veux dire, même si tu en fais 30 minutes ou un truc comme ça, mais c'est bon pour ta santé. Donc, en fait, il faut que tu trouves un rythme qui te permet de perdurer jusqu'à ce que ton temps est arrivé de basculer à l'au-delà. Mais pas une histoire de yo-yo où tu vas faire 3 jours et puis après, bon, tu disparais de la circulation. Après, le nouvel an, tu dis, ouais, non, j'ai des bonnes résolutions, ça dure 3 jours et puis bon, voilà. Donc, il faut cadrer tout ça et puis il faut fonctionner à son rythme. Il faut jamais chercher à copier qui que ce soit. Chacun est différent. Chacun fonctionne à son rythme. Si toi, 10 minutes, ça te va, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je pense que c'est exactement ça, quoi. C'est pour ça que moi, généralement, j'impose jamais mon rythme à qui que ce soit. Quand quelqu'un vient me voir et me demander un conseil, je dis, fais ce qui fonctionne pour toi. Tu peux t'inspirer, moi, de ce que je fais, mais adapte ça à toi. Fonctionne par rapport à en fonction de toi, pas en fonction de ce qu'a fait Jean-Luc ou quoi que ce soit. Et ça, et comme ça, tu vas durer. Ok. Tu vois. Intéressant. Et là, tu allais un peu sur la question que j'allais te poser à la fin, mais peut-être que tu as d'autres éléments. Parce que nous, ce qui nous intéresse chez les personnes qui ont de l'expérience, c'est, compte tenu de votre expérience et de votre vision du monde, comment est-ce que vous conseilleriez la nouvelle génération? Tu vois, comment est-ce que toi, tu conseillerais à la nouvelle génération, les jeunes que tu vois là,
notamment les jeunes noirs en France, en Occident, quel conseil t'as envie de leur donner, tu vois? Ben, le conseil que moi je pourrais leur donner, en fait, c'est de leur dire qu'en fait, rien ne leur est interdit, rien n'est impossible. Mmh. De ne pas se mettre des barrières. Moi, j'ai grandi, mon père est un grand intellectuel en Côte d'Ivoire, mais il m'a toujours dit: «Mon fils, il y a pas de saut métier dans la vie». Donc peu importe, si demain tu n'es pas avocat ou quoi que ce soit, ou si demain tu trouves ton bonheur, c'est pas réducteur, hein, en étant pâtissier ou quoi que ce soit, donne-toi les moyens de pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Mais ne Mmh. te fixe pas de limites. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un avantage que nous, on n'avait pas eu à notre époque, c'est que vous, aujourd'hui, vous êtes totalement décomplexé Mmh. dans l'univers dans lequel vous êtes. Il faut pas vous faire de barrières. C'est-à-dire que si demain tu veux te lever et dire oui, moi je vais me chercher à Tokyo, mais tu vas, tu fais. Mmh. Il faut pas qu'on s'impose des barrières parce que les autres personnes qui sont pas comme nous ne s'imposent pas de barrières. Un petit Coréen, il va pas s'imposer des barrières pour dire oui, non, moi je veux pas aller en France parce que ça va être compliqué pour moi. Aux États-Unis, ça va être compliqué pour moi parce que j'ai pas la même couleur. Non. Mmh. Voilà, moi c'est le conseil que je donne, quoi. Donne-toi les moyens, forme-toi. Parce que tous les préjugés, tout ce genre de trucs-là, bon, je veux dire, une personne idiote, des imbéciles, il y en a partout, mais 99% en fait, c'est quoi? C'est sur l'ignorance. Mmh. Donc la preuve, quand vous voyez un peu qu'est-ce que quand vous voyez par exemple une personne, noire, quand vous la mettez en situation, elle excelle, Mmh. elle excelle. Donc ça veut dire que, on n'est pas les derniers de la classe, mais ce poids qu'on a psychologiquement là, il faut faire en sorte de sortir. Mmh. Il faut pas s'imposer des barrières inutiles, quoi. Parce que, l'Africain, l'homme et la femme noire sont des personnes qui sont des personnes innovantes, entreprenantes. Pour des raisons X, Y, Z, on va pas refaire l'histoire, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais malgré ça, on est resté debout. Donc ça en dit long sur notre résilience et notre caractère. Mmh. Quand vous voyez même nos frères là, qui sont partis en croisière sans retour, aux Amériques et autres, ils ont réussi à perpétuer une certaine africanité. Mmh. Alors que tout a été, tout leur a été enlevé et aujourd'hui, ils sont debout. Donc ça en dit véritablement sur la résilience et voilà et donc il faut qu'on soit conscient de ça. C'est vrai que, tout ce qu'on a eu, ce sentiment de victimisation, qui est légitime, mais ne doit pas nous faire occulter le fait que nous sommes un peuple, une race forte et ça, c'est important. Parce qu'à partir du moment où vous dérangez, c'est que vous avez la puissance. Il faut Mmh. qu'on s'en rende compte. Donc moi, ça, c'est le conseil que moi je donnerais. Aucun complexe. Comme on dit en anglais, you go get it, man. Et puis Mmh. voilà, quoi. Je veux dire, je pense que c'est ça, quoi. Et on peut faire la différence. Peut-être moi, je serai pas là pour voir, mais en tout cas, je sais que le 22e siècle, ça va être notre siècle. Mmh. Parce que même démographiquement. C'est ça. 2050 là, mais, c'est mais démographiquement, on y arrive, ouais. voilà, quoi. Mmh, mmh, Bon, mmh, je veux dire, il y a un changement qui est en marche. bien Donc, sûr. on aura beau concevoir, voilà. Et Mmh. puis, quand on voit la composition, des pays où la moyenne d'âge est 25 ans, bon. Non, c'est sûr. Et donc, la diaspora a une carte exceptionnelle à jouer, parce que, bon, elle bénéficie des formations, voilà, du cadre, et donc, en fait, eux, ils ont un rôle à jouer Mmh. énorme. Je pense que, de plus en plus et également, il y aura également, je dirais, un changement générationnel au niveau, des pouvoirs dans les pays africains qui vont, à mon avis, faciliter les interactions, Mmh. qui vont faciliter les interactions. Bon, moi, je suis un éternel optimiste, et quand je vois, aujourd'hui, ces jeunes-là qui sont pleins d'innovation, heu, ça me rend, ça me rend optimiste pour l'avenir. C'est-à-dire moi, je suis pas du genre de dire: «Oui, non, la nouvelle génération là, c'est des mal élevés». Non. C'est ce qu'on nous en disait de nos parents. Ouais. Quand ils nous racontaient des histoires, on dirait: «Ah non, mais eux, ils n'ont rien compris, ils sont lourds, tout». Bon. Mmh. Non, Mmh. faut vivre avec son époque et il faut faire confiance, aux jeunes. Simplement, je pense que il faut qu'ils soient totalement décomplexés. Non, mais ça suffit les histoires de se mettre des barrières là.
Je pense qu'il faut arrêter ça, quoi. On peut aller n'importe où, on peut rentrer dans n'importe quel milieu. Si ça dérange une autre personne, c'est son problème. Voilà, c'est tout. Je pense que, faudrait pas qu'on soit les seuls sur cette planète-là, voilà. Je pense qu'il faut arrêter, quoi. Il arrive un moment où il faut qu'on dise stop, quoi. Non, mais en tout cas, merci. Merci beaucoup pour tout ça. Surtout encore plus ces derniers mots là, mais beaucoup de choses que tu as dites, ça m'a beaucoup parlé. Et ça conduit à beaucoup réfléchir par rapport à nos enfants. Et merci en tout cas pour tout ça. J'espère que chacun de vous ressortirez grandi de ces échanges, grandi de toute cette réflexion sur la richesse, sur la diversité, l'unité en même temps et la diversité en Afrique. C'est ce que je retiens de tout ce que tu as dit. Et sur cet aspect aussi décomplexé que l'on doit avoir dans notre conquête de la Renaissance africaine. Jean-Luc, merci. Merci Tanguy, et ça a été un plaisir. Et encore félicitations pour ce que tu fais et l'ensemble de ton équipe également. Merci. C'est vraiment à encourager, quoi. Merci. On se tient au courant, en tout cas, on est ensemble. Ciao. Ciao.